Bienvenue, bonjour, vous êtes sur Equinox. Je voudrais en tout début de ce programme écraser une larme pour un très grand qui s'en est allé. La terre qui va bientôt se refermer autour de ce virtuose de la chanson gospel, le bien nommé Ekan Eli, bien connu dans la chanson protestante depuis de très longues années. Nous l'avons appris en tout début de cette matinée. Il est décédé alors qu'il venait à peine de célébrer son 69e anniversaire et bien de souvenirs qui charrient dans les mémoires de tous ceux qui l'ont connu. Il a régulièrement été présent lors de beaucoup de veillées aussi, lorsqu'il y a eu beaucoup de deuil autour de lui. Et quand Eli est parti, mais la terre tourne toujours et nous allons continuer de faire tourner la roue à notre niveau. Charles Armen Bachou, bonjour. Bonjour Sam Severango, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout bonjour au ministre des Affaires sociales. On ne vous a pas vu de ce côté de Sanchou où véritablement l'inondation, l'eau a raclé pratiquement toutes les maisons de ce côté. Vivement que vous allez faire un tour, Madame le ministre. Merci à vous aussi, Megui, d'être là ce matin. Bonjour. Bonjour Sam Severango. J'adresse un bonjour particulier à nos téléspectateurs et j'espère que ce matin encore ils réagiront aux différents thèmes qui seront évoqués ici en participant bien sûr par SMS et par leur message sur la page de cette émission 10-12 Le Zénith. Et pour ceux qui nous prennent seulement, cette émission est d'utilité publique. Nous essayons de secouer le cocotier sur la plupart des choses qui sont tordus au Cameroun aujourd'hui depuis quelques années. Bombok Bengan, bienvenue, bonjour. Bonjour Sam Séverin, je salue nos téléspectateurs, mais davantage l'ancien gouverneur Abakar Amahat qui vient de commettre un ouvrage, l'audace d'être différent. Il fustige par exemple les autorités administratives qui se comportent en mendiant parce que l'État met à leur disposition un traitement princier. Voilà ce que dit l'ancien gouverneur. Merci. Au cours de cette autre édition du Zénith, merci, nous allons accueillir un personnage qui vient des milieux de la distribution du livre scolaire au Cameroun, vendeur au niveau de ce qu'on appelle assez trivialement et prosaïquement la librairie du poteau. On verra donc comment est-ce qu'il y a une sorte de mafia au corps de la filière du livre camerounais, le livre scolaire aujourd'hui, où il y a beaucoup de tripatouillage à chaque début de rentrée scolaire. Voici le début de ce programme avec Tendance et son histoire. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire bonjour à ma voisine, une voisine que son mari a fermé dehors et elle a passé nuit chez l'ami de son mari qui n'habitait pas loin du quartier, qui n'habite pas loin du quartier. Donc, tendez vos tympans. Hey, miracle, magie. Donc, c'était le hélélé. Quand je parle, on dit que parle trop, mais le tout, si j'ai vu, pas qu'on m'a dit. Hein? C'est une femme, parce qu'elle m'a expliqué, elle m'a dit que ouais, elle fait la réunion, la fin du mois, tous les 9 du mois, elle a la réunion. Hier, c'était le 9 d'Omegui. Oui. Elle est partie à la réunion, rentrée tard. Et en rentrant, même monsieur a fermé le portail, la porte. Il a pris les clés du portail aux enfants. Parti caché dans la... dit que personne ne sort. Elle est rentrée, appelée les enfants. Les enfants ont dit que papa dit qu'on n'ouvre pas. Elle aussi, elle appelle son mari, il ne décroche pas. Elle dit, oh, je vais alors passer nuit dehors, comment? C'est où elle court, Kounya. Elle passe chez Rodrigue, qui habite à côté de la maison. Elle est partie passer nuit là-bas. Après avoir passé 1 heure de temps à sonner, à appeler et à toquer. Monsieur a dit, non, bouge, que je ne me lève pas. Personne n'a. Quand elle arrive donc chez Rodrigue, monsieur sort 2 heures de temps plus tard. Il appelle, tu es où? Elle dit, bé, je suis chez ton meilleur ami qui est à côté là. Je dors, on se retrouve le matin. Et le meilleur ami, il est marié, sauf que sa femme ne vit pas au Cameroun, sa femme vit au Sénégal. Ce matin, quand elle est arrivée, son mari a dit, ramasse tes choses. Il a même d'abord commencé à ramasser. Il a dit, même ce que j'ai oublié de ramasser, pardon, ramasse, tu peux vivre chez mon ami Rodrigue. Je te ferme la porte parce qu'il veut te montrer que tu ne dépends plus de toi. Tu prends sur toi d'aller dormir chez mon meilleur ami. Tu as pensé un instant à moi. Donc son frère est en train de dandiner Megui. Donc l'homme a ramassé tout. Que, entre, même ce que j'ai oublié de ramasser, maman. Récupère seulement, tu peux vivre avec mon ami Rodrigue. Tu me montres quoi? Donc le foyer est en train de dandiner, s'il vous plaît. Donnez le conseil au mari de ma voisine parce qu'il dit que sa décision est prise. Il a même coupé quoi en disant à ma voisine qu'il y a un adage qui dit dans son village que quand ta roue passe nuit dehors, la roue monte sur ça. Ou c'est une façon de dire que la roue est montée sur elle, je ne sais pas. Alors, si on se comprend bien, le foyer de cette dame est menacé seulement parce qu'elle est allée passer la nuit chez le meilleur ami de son mari qui n'habite pas loin de la maison. Mais Guy, est-ce que c'est compréhensible? Ce n'est pas compréhensible. Je trouve que c'est une attitude à proscrire, celle du monsieur, parce que
que ce soit une femme ou un homme, quand votre mari, votre femme rentre à la maison, même si c'est très tard, l'erreur à ne pas commettre, c'est de le laisser à l'extérieur parce que beaucoup de choses peuvent arriver. Il peut être agressé, il peut subir beaucoup de malheurs à l'extérieur. Malgré la colère que l'on peut ressentir, qu'on laisse le conjoint rentrer à la maison et puis qu'on essaye de tirer cette histoire au clair. Mais le conjoint étant à la maison, ce n'est pas une solution de le laisser dormir à l'extérieur parce qu'il peut arriver qu'il y ait eu des imprévus, qui ait fait en sorte qu'elle rentre tard. Ça peut arriver à la femme comme ça peut arriver à l'homme. Vous ne pouvez pas laisser votre femme dormir dehors. Maintenant, le fait qu'elle soit allée chez l'ami de son mari, on parle bien du meilleur ami de son mari, qui plus est habite non loin de la maison. Je crois qu'elle n'avait pas une autre solution alternative. Peut-être qu'il est très tard. Elle ne va pas se lancer encore dans la rue, peut-être pour rejoindre... elle aurait pu aller en famille, c'est vrai. Mais vu l'heure, peut-être que la solution, c'était justement d'aller chez le Justement, est-ce qu'on lui a fermé la porte dans l'histoire? Il a fermé le portail, fermé la porte, prendre même les clés aux enfants, que personne n'a. Il ressort 2 heures de temps après pour voir si madame est dehors. Quand il constate que son épouse n'était pas dehors, c'est où il appelle. Que je te sanctionne pour que tu rentres tôt. Que tu ne dépends plus de toi, tu vas dormir chez mon ami. Reste alors là-bas. Parce que je connais une histoire, pour finir rapidement, je connais une histoire comme ça où il y a une dame qui était justement fâchée de ce que son mari soit rentré très tard à la maison et elle a traîné, elle n'a pas ouvert la porte à temps et les bandits sont venus coincer son mari sur le portail. Oui, oui, bon, oui. Mais c'est vrai dire que là, ça pose quand même deux problèmes en même temps, hein, parce que sur les horaires de rentrée et d'arrivée à la maison, je crois que vis-à-vis de la femme, il y a des obligations respectées et en même temps, hein, parce qu'on ne peut pas rentrer aussi à n'importe quelle heure, forcément. Mais elle est à la réunion. Oui, Sam, l'homme a raison. De tout point de vue, il a raison. Lorsqu'un homme prend une décision de cette manière, ça veut dire qu'il reproche à sa femme plusieurs écarts de conduite et de comportement. Ça veut dire que c'était sans doute pas la première fois. Hein? Oui, c'était sans doute pas la première fois, parce que ça veut dire qu'il avait validé la réunion de son épouse, et ça veut dire que si elle avait l'habitude de rentrer tard, il lui aurait dit sûrement que non, vos heures de réunion là ne sont pas bien pour vous, les femmes mariées. Et en plus, vous avez des enfants, un certain nombre de choses. C'est vrai, il a comme l'erreur, il fallait quand même ouvrir. Mais il a dit, je vais voir. Il n'a pas vite ouvert le portail, il a ouvert 2 heures après. Il a appelé. Mais effectivement, la femme aurait donc dû appeler son mari longtemps avant la réunion. Il a dit que non, chérie, je sais que d'habitude, vraiment, mais aujourd'hui, peut-être, comme on va vers la rentrée scolaire, c'est un problème d'argent. Ça va nous prendre plus de temps que d'habitude parce qu'il faut faire des calculs. Chacun voudra rentrer avec quelque chose pour la rentrée. Bon, il ne l'a pas dit. Donc, il a fait ce qu'il a voulu. Maintenant, ça engendre donc des soupçons. Meilleur ami ou pas, ça pourrait même être le petit frère de l'enfant. Maintenant, son femme n'est pas là. La femme, l'épouse de ce monsieur, de son ami, n'est pas là. Mais il ne peut pas non plus s'en prendre à la femme, puisque c'est lui qui a choisi de bloquer l'entrée à la femme. Elle pouvait se retrouver n'importe où en même temps. Donc, oui, ça aurait été mieux encore qu'on l'agressât là devant le portail. Mais maintenant, pourquoi la femme n'a pas averti? Oui, absolument. Pourquoi la femme n'a pas averti à son mari que je vais rentrer tard? Alors, et puis elle peut appeler maintenant. Charles Hamel, l'attitude de cet homme-là, sans doute, c'est l'exaspération, c'est l'expression d'un ras-le-bol. D'abord, on peut le comprendre comme ça. Bien sûr, Sam Sévérin, il y a plusieurs échelons en termes de punition. On a l'avertissement, on a le blâme, on a la mise à pied, on a l'exclusion. Donc si l'homme a épuisé toutes les différentes voies pour signifier à son épouse qu'il est contre ses attitudes de noctambule, je pense bien qu'il fallait qu'il passe par là. La femme est coupable. Donc l'homme même ne sait pas. Moi, j'aurais même envoyé un SMS que ne vient plus. Alors, le fait de rentrer, d'aller dormir. En Afrique, la femme ne ferme pas la porte. Ce n'est pas la femme qui ferme la porte, c'est l'homme qui ferme la porte. La femme, j'ai dit en Afrique. Oui. Et moi principalement. Moi, j'ai dit, on ne ferme pas ma porte. C'est moi qui dois fermer ma porte. Je sais que ma porte est sécurisée lorsque je l'ai fermée. Ça suppose que la femme qui rentre à 1 heure, 2 heures, 3 heures, change les rôles. Elle inverse les rôles. C'est maintenant elle qui prend le dessus. Non, vous pouvez lui ouvrir et puis ça ne se verra pas de mon vivant dans tous les cas. Pour dire ceci, pour venir à dire ceci, ça me se verra que la femme est coupable et l'ami, le meilleur ami est coupable. Et je soupçonnerais une relation coupable entre les deux. Pourquoi? Moi aussi. Je m'explique. Du fait que la femme est sonnée pendant 1 heure, comme nous dit Tendance, qu'elle soit allée voir le meilleur ami Rodrigue,
Que Rodrigue ne soit pas venu toquer pour réveiller Paul et dire à Paul, qu'est-ce que tu fais à ta femme? Qu'il n'ait pas pris le téléphone pour appeler Paul, qu'il est passé tranquillement la nuit. Vous voulez tromper qui? Mais regarde ça, parlons peu mais vrai. Toi-même, quand tu la permets dehors, c'était pour qu'elle parte dormir où? Si elle n'a pas de famille à Douala, si elle n'a pas de famille à Douala ni à côté, elle devait faire comment? Elle allait rester dehors, on devait l'agresser. Mais, voisine, tu as tort. Si déjà ton mari te chasse, tu peux dormir chez son ami qui est votre voisin. Ça veut dire que l'ami qui est le voisin, c'est l'adjoint de ton mari. Oui, si c'est moi, en tant que femme, je vais appeler ma belle-mère, je vais nuire tout le monde, on va savoir que je suis dehors. J'appelle ma belle-mère, j'appelle mon beau-père, j'appelle ma mère, j'appelle toute ma famille que votre fils veut ma mort. Parce que tu ne vas me laisser comme ça. Tu as pensé un instant à nos enfants. Tu stresses les enfants. Les enfants ne doivent même pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec Charles Hamel que c'est l'homme qui est appelé à fermer la porte? Quel homme? À rentrer le dernier. Combien d'hommes ferment la porte? Quand il rentre souvent étant sous l'eau, c'est tout nous, on se lève pour regarder si on a bien fermé. Vous rentrez souvent étant sous. Même en Europe, c'est l'homme, c'est le chef de famille qui regarde, qui vérifie en dernier. Non, mais en même temps, la femme joue le rôle de maîtresse de maison. Absolument. Quand elle le fait, elle accompagne le mari. Mais ce n'est pas son rôle, même en Europe. Alors, est-ce qu'on a des messages sur le sujet ou bien vous donnez votre dernier avis sur le sujet? Mon dernier avis, c'est que je rejoins l'avis de Charles Hamel sur un point. C'est-à-dire que l'ami du monsieur aurait dû, une fois que la femme de son ami arrive chez lui, appeler son ami pour lui dire, écoute, tu n'as pas besoin de retenir ta femme à l'extérieur. Il faut la faire rentrer. Parce que vraisemblablement, il était dans une logique vraiment va-t-en-guerre. Il bloque le téléphone. Il aurait frappé au portail. Il aurait frappé au portail. Mais je maintiens néanmoins que, quelle que soit la situation, même si c'est une récidive, il faut faire rentrer la femme dans la maison et essayer de régler ce problème une fois qu'elle est à la maison. Parce que dire que oui, ça aurait été mieux qu'elle soit agressée. Bon, maintenant, je partage l'opinion de M. Badjou sur l'échelonnage des sanctions. Des sanctions. Parce que si on était déjà passé par les le blâme, quand le moment de l'exclusion arrive, bon, il faut... Et puis ça, n'oubliez pas que lorsque votre femme rentre tard tous les jours, vous serez assis un jour, vos amis vont vous dire, mais on toquait à la porte hier, elle a entendu une voix comme celle de votre épouse. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait lorsque l'homme se sent... La femme doit prendre sa place. Jamais la femme ne prendra celle de l'homme. Nous militons pour le respect des traditions et de nos valeurs culturelles. Alors une femme qui arrive à 7 heures, une femme qui arrive à 7 heures et dont le mari affiche un tel comportement, ça veut dire qu'il en a ras le bol. On ne dit pas par rapport aux gens. Moi, qu'un homme te permet de que les enfants soient à la maison, les enfants ne vont pas dormir, ils vont d'abord dormir que maman est où? L'un est parti. Pourquoi tu me fallait penser à ça avant de rentrer. Non, pourquoi tu me traumatises les enfants? Est-ce que tu ne sais pas que je fais la réunion tous les fins du mois, chaque 9? Bon, maintenant, pour les réunions, ce sera l'objet de tout un autre débat parce que là-dessus, les avis sont partagés également. On passe à la colère. On va parler ce jour de toutes ces formes d'ostracisme dont sont victimes les personnes à mobilité réduite. Je m'interroge ce jour sur la question des handicapés au Cameroun, handicapés avec grand H. Je me demande quand est-ce que ce type d'exclusion prendra fin dans notre pays, même si des volontés entre guillemets artificielles sont mises sur pied pour donner l'impression que les handicapés sont bien tenus et entretenus. Comment comprendre ce regard différent qui change dès qu'on aperçoit une personne handicapée? Comment comprendre le fait qu'on traite des handicapés dans ce pays comme des êtres venant d'une planète martienne? Comment comprendre le fait que l'handicap soit presque toujours mal perçu sur l'entourage et par l'entourage de la personne concernée, du fait qu'il évoque la surcharge sociale, le poids de l'inactif, la peur, la honte et provoque souvent la répulsion? Savez-vous que les personnes handicapées sont souvent contraintes de vivre en marge de la société, victimes de préjugés et de discrimination, et se voient régulièrement refuser la jouissance des droits aussi élémentaires que le droit à l'alimentation, à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé, à la médecine de la procréation? Savez-vous qu'il y a des élèves handicapés qui jusqu'à aujourd'hui sont chassés dans les lycées, qui sont chassés dans les établissements publics, alors que la loi les autorise à fréquenter gratuitement?
Savez-vous que jusqu'au jour où à ce jour, les handicapés ne bénéficient pas des soins de santé gratuits parce que les directeurs d'hôpitaux attendent le décret d'application de la loi portant sur le handicap? Savez-vous que l'ensemble des infrastructures camerounaises ne prennent pas en compte la situation des handicapés? Savez-vous que même dans le processus de recrutement, les handicapés ont tous et toujours les problèmes du monde? Savez-vous que dans n'importe quel service public, par exemple, vous ne trouverez jamais de longs escaliers ou bien de larges escalators pour nos amis handicapés? Savez-vous que la majeure partie de nos administrations, dans la majeure partie de nos administrations, vous ne trouverez d'issue de secours pour les personnes ayant une motricité réduite? Savez-vous que la majeure partie des usagers de la route préfèrent à des moments garer même leur véhicule sur l'espace réservé aux handicapés? Allez le voir dans les supermarchés, vous comprendrez. Savez-vous que les personnes handicapées ne seraient jamais adeptes de sport, tellement on les a oubliées? D'ailleurs, même dans nos stades, dans nos hôtels, dans une piscine ou même dans un territoire aussi vaste que la République du Cameroun, aucun espace n'a été aménagé pour les personnes invalides. Dans tous les stades, la CAN va bientôt se jouer, il n'y a pas d'espace ni d'entrée pour les personnes invalides. Savez-vous que les personnes handicapées ont tous les problèmes du monde pour suivre des formations dans les différents instituts parce que les bâtiments se retrouvent en hauteur? Savez-vous que vraiment rien n'est prévu au Cameroun pour malvoyants? Les routes du Cameroun n'ont pas de piste pour les handicapés, ni de parking. Les médias, pas de disposition pour les malvoyants ou bien même les malentendants. Ainsi va le Cameroun, salut à vous handicapés. Alors, pour les malvoyants et les malentendants, vous avez évoqué le volet médiatique. En Europe, on peut souvent voir même des traductions qui sont faites pour les sourds-muets, pour des éditions de journaux. Bon, ça c'était une parenthèse. Revenons au Cameroun. Visiblement, sur la base de ce réquisitoire, Bombong Bengan, le Cameroun n'a pas de politique en cette matière pour bien protéger les intérêts de ces personnes à mobilité réduite. Oui, le Cameroun a oublié complètement d'appliquer les textes relatifs à nos compatriotes qui souffrent de ces maux-là. Je vous avais dit tout à l'heure de la mobilité réduite, sourds-muets, autisme et tout ça confondu. Or, il existe toujours un ministère des Affaires sociales. Donc, en principe, il ne fait rien. Voilà, en principe, c'est ce ministère qui devrait accompagner nos compatriotes qui sont dans cet état de choses-là. Vous savez bien qu'on parle du centre de Touguébé, mais interrogez bien, qu'est-ce que les gens savent de Touguébé aujourd'hui? Il y avait une école à Beuya, école des aveugles, des malvoyants, voilà, et tout. Et regardez, voilà, il se trouve maintenant que c'est les privés qui de temps en temps viennent avec, comment on appelle ça, l'écriture de braille à l'école. Donc l'État nous-mêmes ne fait rien, ne fait plus rien dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on se débrouille. Il a parlé tout à l'heure les escaliers. Comment on ne peut pas comprendre que nos ministères, nos établissements publics, par exemple, y compris privés d'ailleurs, parce qu'on devrait exiger ça pour que comment je veux dire, les personnes qui ont la mobilité réduite puissent quand même accéder à des étages. Mais cela n'est pas fait, cela n'est pas encadré véritablement, parce qu'on a refusé de le faire, pratiquement. Oui, tendance autour de toi, comment se comportent les gens au passage de ces personnes-là? Est-ce qu'on les aide à traverser la route simple? Même quand ils viennent avec leur canne blanche, les cannes blanches là, on dit, ah, dis donc, passer les aveux, les gens qui ne voient pas. Et parfois, alors que ce n'est même pas bien. Donc il y a d'abord un problème de mentalité, c'est-à-dire que nous-mêmes, en attendant de fustiger le rôle de l'État, nous-mêmes, pour des personnes qui sont handicapées, on a un regard qui n'est pas bon. Oui, on doit les aider. Parfois, tu vois un handicapé qui veut traverser la route, soit c'est le benzineur qui dit, pardon, avance là-bas, je passe. Soit c'est le taximan qui vient peut-être le brutaliser, soit c'est un personnel, ce qui n'est pas normal. De deux, parfois ça commence dans les familles. Tu vas voir une maman qui a fait les enfants, parmi les enfants, il y a un handicapé. C'est lui-là qu'on va insulter, stresser, frustrer. Alors que si tu as un handicapé à la maison, il y a la possibilité de l'envoyer à l'école, parce qu'on ne sait jamais. Envoie-le à l'école, demain c'est lui qui peut être votre Samuel et ton fils. Il ne faut pas tous les rejeter en disant que de tous mes enfants, tu crois que toi l'handicapé là, tu peux me faire quoi? Non. S'il y a la possibilité, il faut les envoyer à l'école, parce qu'en partant à l'école, il y a des gens qui vont dire que non, on part à l'école pour faire quoi? Non. Et chacun a sa personne quelque part. Tu peux voir un handicapé qui a un bagage intellectuel, il a sa chance, un jour il tombe sur un DG. Le DG le prend, ils travaillent ensemble. Ne passez pas le temps à les insulter, à les frustrer, à dire que vous ne pouvez rien faire dans la société, vous ne servez à rien. Non, et nous aussi, on doit apprendre à les aider aussi. Tu peux avoir un handicapé, tu es tellement pressé
de traverser là, ou encore de circuler, que vous partez en guerre. Vous ne partez pas en guerre. Ce sont nos frères, nos soeurs et nos enfants. Et cessez d'insulter les handicapés. Est-ce que ça reste un problème, Megui? Merci, tendance, on revient à toi. Je coupe dans quelques secondes. Je me souviens quand j'étais petite. Il y avait un gars dans mon quartier, on l'appelait Colino. Le gars il était handicapé. C'est comme ça que nous on l'insultait, Sam. On l'insultait pour copier, casser. Au fur et à mesure que je grandissais, j'ai commencé à avoir mal. Que pourquoi est-ce que je l'insultais? Est-ce qu'il a choisi d'être handicapé? Tout ça. Donc apprendre aussi aux enfants qu'on n'insulte pas les personnes handicapées. C'est donc un problème de civilisation, on peut le dire, pour le continent, parce qu'on a bien des exemples de personnes qui sont soit du fait de la couleur de leur peau ostracisées, mais qui par la suite deviennent quand même des personnalités respectables. Oui, ça c'est pour des personnes qui sont très courageuses, très persévérantes et qui prennent les choses de façon très positive. C'est-à-dire que pour eux, pour elles, ces personnes-là, leur handicap ne constitue pas un réel blocage. Voilà, elles ont réussi à accepter cela et à en faire une force. Mais il faut le dire, dans nos sociétés, notamment celles camerounaises, la loi ne protège pas les handicapés. Parce que si c'était le cas, aujourd'hui, même dans la construction des immeubles, on aurait pris en compte justement ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il est hors de question qu'aujourd'hui, on ait des bâtiments qui abritent des bureaux, qui sont sur 6, 7, 8 étages, 9, 10 étages, et qu'il n'y ait pas d'ascenseur. Alors ça, franchement, ça porte un véritable coup à ces personnes qui sont réduites de façon physique et physiologique. Aujourd'hui, même en termes sur le plan de la politique, vous pouvez me citer combien de personnes, de personnes qui ont des problèmes de vue ou bien des problèmes auditifs sont aujourd'hui sur le champ politique? On n'en a pas. Quel est l'homme politique aujourd'hui que vous connaissez qui est peut-être aveugle? On n'en a pas. Je suis sûr que même sur le plan de la mentalité, nous-mêmes, on n'a pas tout à fait raison d'accuser, de tirer sur les pouvoirs publics. Nous-mêmes, en tant que citoyens, nous marginalisons ces personnes-là. Or, personne n'est à l'abri d'un handicap. Personne n'est à l'abri d'un handicap. Donc, il faudrait qu'on prenne en compte ces gens parce que demain, nous pouvons nous retrouver dans la même situation. Voilà, c'est vrai que vous faites bien de le remarquer, hein, Megui, dans la nomenclature des équipes gouvernementales ou bien de la haute administration, des directeurs et compagnie du Cameroun, ces dernières années, on a très peu vu des personnes qui ont... Bon, peut-être le cas de Jean-Jacques Nundumu qui était de couleur albinos, comme on le dit, mais qui avait quand même pu réussir à occuper une très haute fonction comme directeur général de l'ARMP. Ils sont combien? Ils sont combien? Je dis, nous-mêmes, en tant que citoyens, je suis sûr que s'il y a un déficient visuel aujourd'hui qui pose sa candidature, nous-mêmes, on sera les premiers à dire non, est-ce qu'il pourra parce qu'il est aveugle. Mais non, aujourd'hui on voit des aveugles qui sont à l'université, qui sont très brillants, qui ont de très très bonnes notes. Voilà. Comment sortir donc de cette situation? Est-ce qu'on peut renverser cette tendance, hein? Je dois le rappeler, c'est d'abord une question de mentalité aussi. Donc, c'est pas aujourd'hui. L'Afrique antique a eu à connaître cela. Il y a plusieurs cas où des rois n'ont pas pu hériter parce qu'ils n'ont pas pu accéder au trône parce qu'ils étaient albinos. On se rappelle dans l'Afrique de l'Est, avec ce cas où les albinos étaient traqués et tués, il aura fallu que Salif Keïta soulève pour pouvoir mettre un terme à travers une ONG pour lutter contre cela. Et aujourd'hui, c'est devenu un phénomène où tout le monde, les ONG se sont associés dans tout le monde pour pouvoir défendre cela. Mais je pense qu'il faut repenser le ministère des Affaires sociales, le MINAS. Il faut véritablement le repenser parce qu'aujourd'hui, il ne joue pas son rôle. Tant au niveau de la protection de l'enfant, au niveau de la protection de la femme, de la jeune fille, il pense faire des efforts, mais le mal est profond. Les centres sociaux que nous avons, dans les différents quartiers, vous allez retrouver des femmes qui passent plus de temps à prendre des grossesses qu'à travailler, des femmes qui dorment qu'à se mouvoir dans les différents quartiers, à être au contact même des gens qui ont des problèmes. Et lorsque même ces gens se débrouillent à venir se plaindre dans ces différents centres sociaux, qu'est-ce qui est fait? On parle d'un relais. Non, ça sera transmis au responsable départemental qui va envoyer au régional, qui va envoyer à Yaoundé. Yaoundé va traiter, ça va devenir, parfois ça fait des années, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller à Yaoundé. Je pense qu'il faut réformer à ce niveau. Maintenant, concernant la question des handicapés, même au niveau du code électoral, vous avez vu à Enekam, au niveau de la personne, ce qu'on a pensé à l'homme handicapé, là je vous ai dit, la majeure partie des lieux de vote sont en hauteur. Ces formations, c'est en hauteur. Les médias, c'est en hauteur. Tout est en hauteur et on n'a prévu ni de l'âge escalator, ni au niveau même de l'escalier comment faire. Même dans les stades,
Pour qu'un handicapé assiste à un match, il est obligé de regarder à la télé. Il ne peut pas se déplacer parce qu'il n'y a pas d'accès. Même en termes d'issue de secours, on n'a pas pensé à eux. Ça, cette politique devrait être imposée. Même dans certains hôpitaux, je vais vous le dire, Sam Severango, dans certains hôpitaux, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir, tous les handicapés, de pouvoir entrer. Parfois même, lorsque les handicapés essayent de faire le pas, ils sont rabroués, rejetés parce qu'on estime que c'est des moins criards. Non, je pense qu'il faudrait que ça change. Qu'on ait des directeurs, qu'on ait des ministres, qu'on ait des personnes handicapées suffisamment intégrées, parce que ces personnes ont des valeurs à ajouter. Regardez en Europe, même dans le domaine des films, les handicapés interviennent. Au niveau de l'administration, en Europe, vous allez voir des handicapés qui réussissent à prendre. D'ailleurs, qu'aujourd'hui en Europe, on a fabriqué une voiture avec des lunettes spécialisées pour des personnes à mobilité réduite. Donc, c'est dire qu'il y a des avancées de ce côté, mais pourquoi chez nous ça tarde? On va revenir dessus sans doute avec la contribution de nos téléspectateurs tout à l'heure. Le temps est venu d'accueillir notre invité. Tout de suite d'ailleurs pour passer au sujet du jour qui est assez vaste concernant la politique du livre. Nous sommes pratiquement déjà en pleine rentrée scolaire, si je peux me le permettre, puisque les vacances se poursuivent certes, mais beaucoup de parents sont déjà dans le compte à rebours. Et comme de tout temps, on a toujours évoqué la question du livre au Cameroun, entre les parents qui peuvent se les offrir à des coûts exorbitants en librairie et d'autres qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ne peuvent les offrir que sur les librairies du poteau. Maintenant, il y a l'autre question, parlant même des contenus qui sont changés tout le temps, tous les ans. Alors, pour en parler, nous accueillons M. Bernard Mbouem. Bienvenue, bonjour. Soulevez le micro, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Comment vous ressentez-vous donc? Est-ce que vous ressentez déjà un frémissement au niveau des parents, la rentrée qui arrive? Non, il n'y a pas encore de frémissement parce que les parents n'ont pas assez d'argent. Dans les années antérieures, à pareille période, il y avait déjà beaucoup de bousculades, d'embouteillages dans les librairies et dans les librairies de photos. Alors, cette affaire, on dit, à chaque année, on dit les parents n'ont pas d'argent, mais quand vous allez voir la rentrée Bombok, vous allez bien voir les enfants aller à l'école et la plupart d'entre eux trouveront le moyen de se doter des ouvrages qui sont en circulation. Alors là-dessus, je veux vous donner la parole pour introduire notre invité finalement. Oui, tout à fait. Précisément parce que le parent ne veut pas garder ses enfants à l'école, c'est que l'instruction, c'est ça qu'il faut. Mais maintenant, je voudrais savoir, les livres que vous vendez, est-ce que vous vendez les livres neufs ou bien les livres qu'on a dit refaits ou les anciens livres? Première chose. Deuxième, que faites-vous avec les livres pour lesquels on écrit dedans? Nous vendons les livres déjà utilisés, nous ne vendons pas les livres neufs. Oui. Nous vendons les livres que les enfants ont utilisés et les parents nous les apportent, on les vend à ceux qui n'ont pas assez de moyens pour acheter, pour s'offrir les livres neufs à la librairie. D'accord, et maintenant il y a la majorité des livres, notamment pour le secteur primaire et même secondaire, on écrit à l'intérieur de ces livres. Non, là, comment? Non, ça ce sont les livres, sont les livrets. Nous ne vendons pas les livrets parce que les livrets, on les utilise une fois. Mais les livres de lecture, les livres de mathématiques, nous les vendons. Mais les livrets, non. Mais sauf que le livre, effectivement, que ce soit mathématiques, les livres dont vous parlez, ça accompagne des livrets. Et justement, vous pouvez donc vendre le livre comment, puisque le livret ne l'accompagne pas? Non, nous procurons les livrets auprès des libraires. Les livrets, nous les achetons auprès des libraires. Bon, ça veut donc dire que vous vendez aussi du neuf? Non, nous prenons au livret, nous achetons au livret pour remettre aux parents. Parce que certains parents exigent que les livres de mathématiques soient accompagnés de son livret. Et donc pour ce faire, nous allons voir le livret, nous lui achetons une quantité de livrets. Et quand le parent vient nous demander le livre de mathématiques, j'associe à ce livre un livret. D'accord, et vous les procurez donc comment maintenant? C'est les parents qui viennent vous les vendre, vous avez un réseau, comment se fait cette activité? Parce que, semble-t-il, il y en a qui sont depuis 20 ans. Non, justement, les parents apportent les livres de leurs enfants, les livres de l'année passée. Certains viennent les échanger, certains viennent les vendre. Parce qu'il y a des parents qui n'achètent pas les livres, n'achètent pas les livres poteaux. Ils viennent vendre ce que les enfants utilisaient l'année passée et les nouveaux, ils les achètent à la librairie. Mais vous, comment vous êtes arrivé à ce secteur-là? Est-ce que c'est porteur? Non, je suis arrivé là-bas parce que je n'avais pas de choix. Après mes études universitaires, je n'avais rien à faire dans les années 90. J'étais donc obligé de fonder ma petite famille. Et c'est comme ça donc que je me suis retrouvé en vendant les livres d'occasion. Et c'est porteur, vous en sortez? Parce que depuis les années 90, ça date déjà d'une vingtaine d'années pratiquement. Voilà. Non, je ne suis pas là parce que c'est porteur, parce que je n'ai pas de choix. Vous savez, nous sommes la génération sacrifiée. Parce qu'après nos études, l'État a fait 10 ans sans concours. Et donc quand il a repris avec le concours, là je n'étais plus
on n'avait plus l'âge pour postuler à un concours. Et donc, on s'est retrouvé comme ça en train de vendre les livres. Donc, comme un pis-aller pour vous, un exutoire. Oui, mais Guy? Mais pour ce qui est de justement la tarification de vos livres, la vente de vos livres, qui fixe les prix? C'est vous, de façon arbitraire, qui fixez les prix selon l'État, selon... Justement, les prix sont négociés avec le parent. Les parents sont devenus intelligents. Pour venir acheter un livre au poteau, ils vont d'abord à la librairie. Ils demandent le prix du livre à la librairie. Si le livre coûte 5 000 à la librairie, le parent vient nous l'acheter en fonction de ce prix. Donc si un livre qui coûte 5 000, le parent peut venir l'acheter au poteau à 2 000, 2 500, selon l'État. Mais aujourd'hui, avec les éditions qui changent chaque année, avec ce système de livres dans lesquels on écrit et qui n'est plus forcément réutilisable l'année d'après, il faut quand même avouer que votre activité a reçu un sérieux coup. Justement, madame, les livres, effectivement, les éditeurs ont une mauvaise politique. Ils s'arrangent à sortir les livres chaque année. Le livre aujourd'hui est devenu comme un papier, un mouchoir. Un mouchoir, on l'utilise et l'année prochaine, on le met. Est-ce que vous avez quelques exemples avec vous qui peuvent attester de la réalité que vous décrivez aujourd'hui? Parce que c'est quand même assez scandaleux de voir que chaque année, il y a... Alors, vous êtes arrivé avec quelques spécimens, là. Allez-y rapidement, donc je peux vous aider à présenter cela. Pour la classe de 6e. Oui, justement, parmi les éditeurs que nous avons sur le marché, celui-ci est celui qui nous dérange le plus. Alors on va présenter ça à la caméra de Farel Bougna pour qu'on puisse bien voir. Celui qui vous dérange le plus, les éditions, c'est Major, c'est ça? C'est Major. C'est l'éditeur qui dérange le plus parce qu'en 5 ans, ce monsieur a produit 5 livres différents. Chaque année, il s'arrange à produire un livre et l'année prochaine, il le met de côté. Par exemple. Alors, celui qui est présenté à l'écran, maintenant, c'est celui de quelle année, là, finalement? Ça, c'est celui de 2014. 2014. Et là, maintenant, il y a déjà une nouvelle édition. Nouvelle édition que voici, qu'on va présenter encore, avec l'œil de la caméra. Ça, c'est l'édition de quelle année, là? 2017. Ça, c'est 2017, pour l'année en cours. Pour l'année en cours. Ok, très bien. Voilà. Et le prix, ça coûte combien un livre comme ça, papa? Un livre comme ça coûte 6 000. Lui, il le va à 6 000. Regardez comme ce livre, il a sorti l'année passée. Et il coûte 7 000. Oui, le Major pour les classes de 4e qui coûte 7 000 francs. Oui, et il y a déjà un nouveau sur le marché. Il y a déjà un nouveau. Et normalement, la loi prévoit que ça doit mettre au moins 3 ans. 3 ans. Après que l'établissement ait choisi le livre, il doit faire au moins 3 ans pour être changé. Mais malheureusement, avec ce monsieur, c'est chaque année que le livre est changé. Quand vous dites ce monsieur, alors vous pouvez le dénominer quand même. Il s'agit de qui finalement? Il s'agit des éditions ASVA. Voilà. Il s'agit des éditions ASVA. Voilà. Mais qui sont homologués, qui sont reconnus par le ministère des Enseignements? Justement parce que pour qu'un livre soit utilisé dans des établissements, il faut qu'il passe. Il y a une commission au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement secondaire qui étudie le livre et le met maintenant à la disposition des établissements. Mais quand le livre est mis à la disposition, quand l'établissement a choisi le livre, il faut au minimum 3 ans pour le changer. Très bien. Charles Amel. Alors, vous êtes constitué en syndicat parce que ce n'est pas la première fois que vous revendiquez, que vous abordez la question. Mais j'ai comme l'impression que votre syndicat ne porte pas, avec l'ensemble des actions qui sont posées, que vous venez de présenter. Votre syndicat n'a pas de force apparemment. Malheureusement, notre syndicat n'a pas de force. Parce que, disent-ils, nous sommes dans le secteur informel. Et donc, nous n'avons pas assez de force. Mais seulement, ce que nous décrivons, c'est qu'avec ce système, les parents sont pris en otage. Parce qu'en dehors des promoteurs des établissements privés qui augmentent la scolarité chaque année, ce monsieur, chaque année, le parent doit aller à la librairie acheter un nouveau livre. Si l'enfant reprend la classe, son livre devient automatiquement caduc. Tu vas poursuivre, mais là intervient le rôle de l'association des parents d'élèves. C'est justement dans ce sens où j'en viens en disant que nous avons presque 4 000 et poussières d'établissements dans la ville de Douala. C'est chaque établissement, la commission homologue, mais c'est chaque établissement qui choisit les livres. Est-ce que vous ne voyez pas là qu'il faudrait plutôt changer votre stratégie en tirant plutôt sur les établissements scolaires, les proviseurs, les principaux et le président de l'association des parents d'élèves? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est là où la négociation, le gombo circule véritablement pour adopter ce type de pratique? Très belle question. Vous savez, ces éditeurs s'entendent avec les animateurs pédagogiques. Ces animateurs pédagogiques mettent donc à la disposition de l'enseignant le livre qu'il a choisi. Mais malheureusement,
l'enseignant, le plus souvent, découvre le livre à l'école. Or, en réalité, l'animateur pédagogique devait consulter l'enseignant avant d'adopter un livre. Alors, qui est l'animateur pédagogique pour qu'on se comprenne bien? C'est des gens, par exemple, en français, les animateurs pédagogiques, c'est ceux dans un établissement qui décident quel livre est bien et bon pour les élèves de cet établissement. Et donc, l'éditeur va donc le voir, sans même consulter l'enseignant de français, par exemple. Il ne consulte pas l'enseignant de français et directement met le livre au programme dans l'établissement. C'est à la rentrée que l'enseignant découvre le livre qu'il va utiliser avec ses élèves. Or, en réalité, il devait être consulté en amont, être d'accord, et puis maintenant... Donc, il y a une grosse mafia entre le ministère de l'enseignement, des enseignements, que ce soit le ministère d'enseignement de base et secondaire, et il y a une grosse mafia, et une autre mafia avec les commissions, une mafia avec les proviseurs, les principaux, une mafia avec les présidents d'APE, et la dernière mafia avec les animateurs pédagogiques. Exactement. Et dans ça, vous trouvez à quel niveau? Nous trouvons... Ils sont dans le secteur informel. Donc, c'est pour ça que je demande qu'eux, ils se situent à quel niveau, parce qu'aujourd'hui, ils ont un syndicat. Ça fait pratiquement 5 à 6 ans que ce syndicat, chaque rentrée, fait des pieds et des mains pour empêcher qu'on ne sorte justement des livres. Mais ils nous envoient au chapitre, finalement, Charles Armel, parce qu'on les balade comme ça, parce qu'on dit qu'ils ne sont pas reconnus. Et c'est ça le drame Bombok Bengan. Je crois la gravité de ce que nous décrivons ce jour, c'est de constater que pour une uniformisation au niveau de l'examen, prenons l'examen BPC. Si chaque établissement dans chaque coin du Cameroun choisit ses livres, maintenant les contenus, je crois que l'examen est uniforme, les mêmes épreuves un peu partout. Ça veut dire que finalement on est dans un système qui dysfonctionne de façon grave et gravissime, et finalement il faut tout refaire. Ce que vous oubliez, c'est que le système, l'éducation, c'est-à-dire que le système confessionnel, les établissements confessionnels ont aussi leurs livres, qui ne sont pas les mêmes que ceux utilisés dans le privé. Et je voulais dire à notre invité, parce que tout à l'heure, l'invité a dit que les parents n'ont pas l'argent, c'est pour ça que le marché ne passe pas encore. C'est parce qu'il y a aussi les parents qui attendent le crédit scolaire. Mais en passant, je veux savoir si je peux encore trouver le livre c'était quoi? Mon livre unique de français. Il y avait ça et le flamboyant. Flamboyant. Oui. Flamboyant, papa, est-ce que je peux retrouver ces livres-là? Nous avons tous ces livres-là dans nos magasins. Et personne dans les magasins, dans les archives. Dans les archives. Donc si je veux les 2 livres-là, vous pouvez me donner de la cire jusqu'au coût moyen de... Non, je peux demander aux collègues de chercher, mais moi seul, je ne peux pas. Alors, revenons sur les éditeurs, parce que vous nous avez présenté l'éditeur intitulé Major. Il y a un autre qui est régulièrement, qui a pignon sur rue, je crois, les champions. Oui. Voilà. Et 17, non, Sam, vous disiez une chose tout à l'heure. Les parents d'élèves, je veux dire, le gouvernement a commencé à écarter les parents d'élèves. Au moment même où le même gouvernement parle de la communauté éducative. Qu'est-ce qui se passe? Il n'existe plus d'association de parents d'élèves. C'est bien marqué association de parents d'élèves et enseignants. Et c'est catégorisé par secteur. On vous dit les 6e, les 5e, les 4e, les 3e, c'est comme ça. Et chaque fois, vous verrez que c'est les enseignants qui en fait sont les maîtres dans le truc. Donc le président de l'APE est seulement là pour la plus forme. Précisément parce que le proviseur décide comment je veux dire ça, des orientations au niveau des engagements. Les enseignants qui militent au même moment que les parents dans la même association décident, puisque c'est eux qui enseignent vos élèves. Donc le parent est vraiment comme nos vendeurs de livres ici. Ils sont écartés progressivement. Et c'est là ma question qui arrive depuis les nominations des nouveaux ministres, hein, que ce soit au niveau de l'éducation de base et les enseignements secondaires. Bon, est-ce que vous avez noté un petit changement quand même, hein, parlant des enseignements secondaires depuis l'arrivée de Ngale Bibéhé, finalement? Est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent évoluer? Oui, il y a un changement parce que... À quel niveau? Avant, il y avait au moins 6 éditions par matière. Mais avec le nouveau ministre, nous sommes, je crois que cette année, c'est 4 ou 3 éditions par matière. Ce qui est déjà bien. Parce que quand il y a beaucoup d'éditions, le livre devient cher. Puisque le producteur demande, pour que le livre soit moins cher, il faut le produire en grande quantité. Et donc, quand il y a beaucoup d'éditions, la demande, la production, on ne demande pas une grande production. Et donc, il devient cher. Et donc, il paraît que l'OMS avait demandé même que les livres, qu'on revienne à 3 éditions par matière. C'est-à-dire Major et les autres, et 2 autres, pas plus. Mais dans les années antérieures, on avait déjà
sur le marché, 8 éditions par matière. Jusqu'à 8 éditions. 8 éditions par matière. Alors, est-ce que vous avez la liste des différents livres recommandés qui sont recommandés? Donc, pour la rentrée prochaine, est-ce que vous les avez? Oui, justement, si vous allez vous rendre compte que rien n'a changé? Non, effectivement, c'est là... Je dis parce que vous êtes en train de dire que le ministre a fait. Moi, j'ai pris la peine, dans la préparation de cette émission, à avoir la liste. Rien n'a changé, c'est toujours 8. Non. Écoutez, si vous allez sur le site du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement secondaire, vous allez voir les listes. Les listes sont là-bas. Mais seulement pour le cas de notre sujet major. Vous allez voir dans le site du ministère, on va dire major édition 2015. Mais malheureusement, sur le marché, vous allez voir plutôt l'édition 2016 et 2017. C'est ce que je voulais vous dire, qu'il est une chose dans le site et il est tout autre chose sur le terrain avec la complicité de ces gens. Et c'est justement là le problème. C'est là où on prend le parent en otage et nous autres, vendeurs les livres. Puisque le parent, ici, il faut se convenir sur la liste du ministère. C'est l'édition 2015 qu'il va donner à son enfant. Mais malheureusement, quand il va donner cette édition à son enfant, l'éditeur va aller voir l'animateur pédagogique. Il va mettre la pression sur l'enseignant et l'enseignant va exiger plutôt l'édition 2017. Voilà. C'est donc ça qu'on parlait de cette mafia. Tout à fait. Voilà. Cette mafia arrive précisément, premièrement parce que ces livres, d'où la plupart ne sont pas édités au Cameroun. Non, celui-ci est édité au Cameroun. Il y a plusieurs éditions qui sont éditées au Cameroun. Et sont ceux qui sont financés par la Banque mondiale. Qui viennent d'ailleurs. Et 17 par exemple. Maintenant sur la qualité, bon, parce que moi j'ai un problème avec la qualité du papier là. Qui n'est pas très rassurante. C'est pas rassurant. La qualité, elle est vraiment mauvaise. Voilà, ça fait qu'on ne peut pas avoir un livre pour 2 années successives. Et c'est fait exprès. Voilà, c'est ça. C'est fait exprès. C'est fait à dessein, c'est vrai. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein, mais c'est scandaleux que tout ça se passe au vu et au su du gouvernement. Parce que j'ai l'impression que c'est une chaîne bien huilée pour, je sais pas, c'est une sorte de mafia. Parce le ministre en est, il faut dire que les mots employés, le ministre Ngale Bibé a commis un communiqué là où il fermait des établissements qui n'étaient pas en règle. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire le même communiqué et exiger que cela soit avancé dans tous les établissements? On va le faire avec les mots de Megui, peut-être avec un peu plus de douceur, peut-être. C'est pas de douceur, c'est de la mafia. Ah bon? C'est de la mafia. Mais la mafia, c'est pas les ministres. Je rappelle ici des ministres, depuis Charles Toundi, je pense que c'était en 96, je ne sais plus très bien, lorsqu'il veut remettre le CPR, le centre d'édition de la presse de la recherche, c'est, comme on dit, la présidence a décidé qu'il n'en serait pas ainsi. Donc, en fait, depuis Charles Toundi jusqu'à aujourd'hui, les ministres en charge de nos enseignements n'ont que des yeux pour pleurer. Ils ne définissent pas la politique. Alors, vous voulez la seule chose là où il peut avoir le coup de France, c'est ce que nous dit notre invité tout à l'heure. C'est-à-dire, il peut imposer que pendant les 3 ans, les livres qu'on met cette année vont mettre effectivement 3 ans. Et maintenant, exiger que ces contenus-là, par exemple, qu'il y ait une certaine harmonisation dans le c'est tout ce que ça fait. Il faudrait qu'il commence le même communiqué qui sera affiché, lu aux journaux, télévisés et tout ça. Alors, pourquoi les choses qui paraissent pourtant si simples à l'évidence, n'arrive pas à s'appliquer? Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Il y a trop d'argent. Il y a des gens qui se font du milliard. Parce que quand vous voyez quelqu'un changer comme ça, c'est du milliard. Sam Séverin. Donc au soir d'octobre, il s'assied, il calcule, son comptable fait l'évaluation, il sait qu'il a engrangé ces milliards, il s'en fout du reste. La qualité, même quand vous voyez le papier, la qualité de ce qui est écrit, je ne suis pas sûr que ça passe par une correction, par une censure efficiente, Sam Séverin. C'est quand même regrettable. Un pays dans lequel on se plaint de pauvreté, les populations sont exténuées par la cherté de la vie. Aujourd'hui, on parle de l'éducation qui est la base d'une société. Mais on n'arrive pas à encourager les gens parce que payer la pension, c'est rien. Mais après, vous avez des établissements où à la rentrée, il y a pour les maîtres qui sont là, les professeurs qui sont là, qui attendent que chaque parent vienne avec le sac qui contient les fournitures scolaires. Et on contrôle jusqu'au bic. Si on a demandé 6 bics rouges, 7 bics bleus, il faut que tout soit là. Mais on a un seul livre d'un enfant qui coûte 7 000 francs et qui n'est pas réutilisable sur 2 ans, sur 3 ans. Un seul enfant. Des parents qui ont 5, 6, 7 enfants. C'est incroyable. Essayez de revêtir maintenant, si vous voulez, les habits du parent. Vraiment, Monsieur Mbouwen, on va sortir de cet entretien avec vous. Finalement, vous ne trouvez pas que c'est un peu trop pour le parent aujourd'hui
qui doit acheter toutes ces fournitures-là? Justement, M. Ngo, c'est la raison de ma venue ici, parce que, voyez-vous, si un enfant qui fait la classe de 4e, si cet enfant reprend la classe, dans le cas de cette édition, de ces éditions de major, un enfant de 4e qui reprend la classe, son père sera obligé d'acheter 4 nouveaux livres, puisque cet enfant n'utilisera plus ce livre. Son père achètera donc 4 nouveaux livres qui ont une valeur de 28 500 francs CFA. L'année passée, le parent a acheté les 4 livres à 28 500. Cette année, l'enfant ne réussit pas pour aller en classe supérieure. Il met ses livres de côté, il achète encore, ils sont encore 28 500 francs pour acheter les mêmes livres. C'est pas bien, M. Ngo. Et c'est une mafia encouragée donc par les associations de parents d'élèves qui, normalement, devraient défendre les intérêts des parents, mais comme celles-ci, ces associations sont elles-mêmes déjà dans cette... Non, ça a été dévoyé, ça a été dénudé de son... Puisqu'on a ajouté les enseignants, finalement, oui, donc c'est clair. Et je disais, Sam, c'est vrai, il faut voir la qualité des couleurs employées. Ça, c'est un mode brouillon, là. Ça, c'est le mode brouillon. Le papier, vraiment, j'ai l'impression... Vraiment, il faut toucher. Hein. Moi j'ai l'impression... Je crois que le ministre doit avoir connaissance de ces livres-là. Ça devrait être même entassé dans ses bureaux. Parce qu'il reçoit déjà, ça devrait être entassé. Ça, c'est pas des couleurs. Ça, c'est des couleurs qui vont m'affaiblir la vie des enfants. En fin d'année, vous allez vous retrouver avec des enfants qui ont mal aux yeux. Parce que les couleurs, c'est pas des couleurs. C'est trop de couleurs. Tout ça. C'est trop de couleurs. Mais qu'est-ce qu'on va enseigner finalement aux enfants? C'est un peu trop de couleurs. Je suis désolé. Et je pense qu'il faut que le ministre ait ses papiers. Et regardez même la façon de l'assemblage. Quand vous regardez même au niveau de l'assemblage, vous savez, vous vous rendez compte que c'est un assemblage manuel. Ça, c'est un assemblage manuel, ça n'a pas été fait. À la moindre légère violence, le livre va s'envoler. Pour nous résumer, on tire les conclusions, on constate que finalement l'éducation n'est plus vraiment la priorité. Aujourd'hui, on a beaucoup plus concentré les efforts pour que les gens se fassent des gains d'argent. Absolument. Lorsque vous dites priorité, ça veut dire que vous voulez dire qu'on a quand même classé l'éducation parmi les choses à faire. Non, moi je vous dis que depuis longtemps l'éducation a été abandonnée, complètement abandonnée, et on a plutôt développé autour ce que Charles Hamel a appelé la mafia, dont le marchandage. Dès lors que, premièrement, je vous parlais de Charles Toundi tout à l'heure, comment un enseignant professeur de lycée, il vient avec ses engagements et mettre les enseignants au niveau où ils doivent définir le contenu, et même le livre en lui-même, on dit aux enseignants non, vous ne pouvez pas le faire. Donc on dit à l'enseignant que ton rôle n'est même pas d'enseigner et n'est même pas d'éduquer, d'instruire. Voilà où on en est allé. Alors, on sort avec M. Bouhem, vous participez donc à ce que Mbambok a appelé la communauté éducative aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord aussi que les enfants, au cours des dernières années, vraiment ne bénéficient plus des mêmes formations, des bonnes formations, et que c'est une éducation au rabais, les diplômes qui en sortent finalement, ça ne vaut plus grand-chose avec ces démonstrations? Justement, parce que le livre qu'on donne aux enfants n'est pas de qualité. On donne des livres à des mains inexpertes. Parce que ce genre d'éditeur, il n'est pas là pour l'éducation effective des enfants. Il est là pour se faire de l'argent, comme M. Jean Amena si bien signalé tout à l'heure. Parce que voyez-vous, en réalité, dans un pays qui se veut sérieux, c'est pas dans les mains, c'est pas aux hommes d'affaires véreux et sans scrupules comme celui-ci, à qui on peut donner les alors, vous ne faites pas une fixation sur un seul éditeur, hein. Il faut dénoncer tout le monde, en réalité. Voilà. Justement, parce qu'ils sont peut-être une vingtaine d'éditeurs. Mais ce sont les hommes d'affaires, eux, ils font leur business. Maintenant, c'est à celui qui organise, qui est chargé de réguler le secteur éducatif, de mettre fin à cela. Donc, moi, je ne vais pas m'en prendre à ces businessmen, en réalité. C'est clair. C'est au niveau du ministère. Voilà, c'est le ministre Ngale Bibé, c'est le ministre de l'Éducation de base. Ils doivent prendre leurs responsabilités parce qu'ils sont superviseurs de tout. Superviser ces différentes commissions, avoir copie de ces différents livres et se rassurer que les proviseurs qu'ils connaissent et qu'ils ont affectés mettent en application les décisions qu'ils ont arrêtées. Parce que c'est là le problème, Sam Severango. On ne peut pas dire nous supervisons tout, nous faisons des communiqués, on fait des arrêtés, on fait des... Et sur le plan, ce n'est pas ça. Regardez la mouture, vous avez vu tout à l'heure. On met un monsieur en kaki, avec les cheveux kaki, des élèves avec les cheveux kaki, et on écrit noir sur le jaune. Sur le jaune, comment est-ce qu'un enfant va dire noir sur jaune? Ça, c'est pas possible, Sam Severin. Je ne sais pas si ils ont même des artistes qui veillent à cette utilisation de ces programmes. On sort, dernière question à notre invité, avant qu'on prenne la pause. Qu'est-ce que vous souhaitez finalement dans votre organisation aujourd'hui qui doit être fait? En 2 mots? Je souhaiterais que l'État demande aux éditeurs
de bien vouloir mettre à la disposition des élèves des livres qui respectent les normes. Et que finalement, que les établissements mettent en application les dispositions du ministère de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire, si on a mis un livre au programme pour 3 ans, ce livre doit faire effectivement 3 ans avant d'être enlevé du programme. Voilà, merci beaucoup M. Bernard Mbouem. Vous êtes dans la filière de la librairie du Poteau, ici à Douala, et ça dure une vingtaine d'années, puisque vous êtes diplômé du supérieur depuis les années 90, avez-vous dit, et que vous essayez d'en faire une activité de prédilection, malheureusement. Que de goulot d'étranglement qui vous empêche de vous épanouir, et avec vous l'ensemble des parents d'élèves aujourd'hui étranglés par une très mauvaise politique du livre scolaire au Cameroun. Merci beaucoup. Voici la pause avant la deuxième partie de ce programme, le Zénith. Le nom d'artiste, c'est Prince Aimé. Il est malvoyant et tout à l'heure, on évoquait justement la question du mauvais traitement dont ils sont victimes, les handicapés du Cameroun. Il réussit à faire en sorte que sa carrière ne puisse pas sombrer. Prince Aimé. Tu sais qu'il est en France maintenant. Oui. Il est en France. Il est en France, justement, oui. donc ça marche bien pour lui. Il est en France maintenant, mais sauf que lui-même, quand il est... Tu sais qu'il marchait avec un gars avant, non? On dit que le gars a volé son argent jusqu'à... Qui pour pointage comme ça, dans le gars pointe... Donc on lance l'argent, le gars ramasse, il ne donne pas tout. C'est ce qu'on a dit. Je n'étais pas là. Prince Aimé, tu es parti rester comme Guy Watson, le siège de la cour. Les gars là, ils sont avec depuis, ils ne veulent pas rentrer ici. Moi-même, vous encouragez les Camerounais à partir et revenir. Non, c'est l'environnement. Quand vous venez ici, les droits d'auteur, on vous malmène. Et au moins là-bas, dans ces pays où un peu organisé, il peut quand même arriver à un trou, il sait qu'il peut se battre. Et la preuve, même les artistes qui sont partis en Beng étant petits de corps, comme Guy Watson et Serge Dacou, ils sont devenus costauds comme ça. Ils sont comme nous trois, comme ça, même bon maintenant. Donc tu sens que les gars font le pays mal. Non, mais il faut aussi dire que là-bas, c'est celui qui a de l'argent mange bien. Hein. Celui qui a de l'argent, quelque part, c'est les histoires de fast-food, c'est la malbouffe en fin de compte qui les amène à avoir ce poids. Parce qu'il faut se battre. Il ne se contrôle pas. Il ne se contrôle pas, ça il faut le préciser. Comme le pain de Daido là. Voilà, on parlait donc des artistes, rappelons tout de même l'information triste en tout début de ce programme, donc la disparition de Monsieur Ekan Eli, pour tous ceux qui l'ont connu dans la catégorie gospel. Il est décédé à l'âge de 69 ans. Il a chanté beaucoup de choses dans ce registre, mais il a fait du bikuti aussi, quelques featuring, notamment avec Majwa Ayi dans son tout dernier album, dans la chanson Dosé. Voilà, Monsieur Ekan Eli. C'est lui qui dit « Le Saint est dehors ». Tu as suivi la chanson? Je connais la chanson. Voilà, c'est lui. Il est mort, ça. Il est mort, ouais, comme moi-même, on fait comment? Ouais, Seigneur, la vie... Moi, ils vont marquer le jour de ma mort, je dois être au courant. Comme ça, je boucle d'abord ma cotisation. Je te dis. On prend les messages avec vous, Megui. Voilà, bonjour à vous en studio. Pour ma part, les deux sont fautifs, en ce sens que monsieur devait laisser son épouse entrer à la maison avant de lui demander des explications, au lieu de la laisser dehors. Quant à la femme, elle aurait dû prévenir son époux de l'heure à laquelle elle devait être de retour. Pire, aller dormir chez son meilleur ami. Les hommes sont très jaloux. Très bien, donc ça c'est un rapport avec l'histoire de tendance, pour ceux qui nous prennent en cours. Alors cette autre réaction depuis notre page Facebook, c'est de Martin Stéphane Zefac. La femme devait tout simplement demander à l'ami de son mari de l'accompagner chez elle. Si c'était vraiment son meilleur ami, son mari devait ouvrir la porte. La femme a tort et je pense qu'il y a un flou entre l'ami du mari et la femme. Voilà. Donc cet autre message, je ne sais pas si l'État est au courant des problèmes de livres scolaires au Cameroun. Voyez-vous, l'année passée, j'ai acheté des livres à la librairie et non seulement ces livres majors sont chers, en plus, ils sont pour d'autres la photocopie. Ils sont pour d'autres de la photocopie, l'origine et pas l'original. Vraiment que notre cher gouvernement fasse quelque chose. Merci et longue vie à votre émission. C'est Nicole depuis PK8. Oui, mais c'est le gouvernement qui a organisé effectivement ce tripatouillage-là. Donc il ne peut pas ne pas être au courant. Et en raison de la cherté des prix que vous évoquiez tout à l'heure, Megui, pour des livres qui coûtent entre 7 et 10 000 francs, voire un peu plus même, conséquence, plusieurs parents parmi nous n'arrivons pas à boucler la liste au niveau de l'achat. Si vous avez 3 ou 4 enfants,
dans des L'école à collèges, vous ne pouvez pas, quel que soit ce que vous faites, Tout à fait. puisque vous êtes d'abord étranglé par le paiement des frais de pension, Tout à fait. inscription et tout ça. Et Voilà. encore un problème même plus grave, c'est qu'il y a à un moment donné une rupture de ces livres-là jusqu'en fin d'année. C'est-à-dire que même après, quand vous essayez d'avoir des livres, soit vous avez le livre et vous n'avez pas le livret, parce qu'il y a rupture, vous allez écumer toutes les librairies de la place où vous n'en trouverez pas. Donc on se demande finalement à quoi ça sert de prendre même des livres qui viennent de l'extérieur avec tout ce qu'on peut faire au Cameroun. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de maisons d'édition, mais tout le monde... Le CPR lui, le CPR suffisait et tout le monde se portait très bien. Très bien. Voilà quelques derniers messages. Voilà Pauline Poincier qui signe ce message. Nul n'est à l'abri d'un accident, même cardio. On peut devenir muet, aveugle, infirme, sourd. C'est plus lourd à porter et c'est là qu'on commence à réaliser. Donc c'est Très bien dit de la relatif à part de Pauline Poincier, que justement, nous saluons au passage. Elle est fidèle téléspectatrice de ce cette programme. émission. Merci Pauline. Je suis handicapée visuelle, titulaire d'un master 2 en sociologie. Vraiment, dans ce pays, j'aimerais que les personnes handicapées soient intégrées, car moi, je cherche le boulot sans succès. C'est Kameningale Achille. Voilà. Très bien. Et donc, le livre n'est pas... le livre n'est pas un programme. Les programmes n'ont pas changé. Pourquoi changer les livres chaque année? Voilà, belle interrogation. Merci Maggie. On va vous reprendre en deuxième partie, enfin vers la fin. La troisième partie plutôt pour les derniers messages. Malheureusement, on ne peut pas tous les lire parce que ils sont très nombreux. Le temps est venu donc de prendre l'autre actualité. Celle qui ressort du traitement qui est fait dans les réseaux sociaux. C'est toujours avec vous? Merci Sam Severango. Alors les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qui se dit là-bas? On va parler donc en premier de Cabral Libi qui est allé à la conquête des régions du Nord et de l'extrême Nord avec l'opération 11 millions d'inscrits. Donc à Garoua, plus précisément au lieu-dit Croix-Rouge, il a eu un échange avec les chefs traditionnels qui l'ont très bien accueilli là-bas afin d'accélérer et de faciliter les inscriptions sur les listes électorales. Des propositions de stratégie ont donc été faites aux majestés de Garoua et avec Elecam, l'équipe de la dynamique 11 millions d'inscrits travaille à élaborer de meilleures approches pour mener à bien cette initiative. Voilà, il faut ajouter qu'il bénéficie, là c'est l'image au passage de ces chefs traditionnels et c'est inédit et vous faites bien de nous la présenter Megui parce que c'était vraiment un des points focaux de la rencontre d'hier à Garoua et puis après ce serait à Figuil. Il faut dire qu'il bénéficie au passage donc du soutien de quelques autres personnalités politiques, Prosper Nkouvondor du parti Univers depuis le début de cette caravane dans le Grand Nord, mais aussi Aboubakar Sabat qui a récemment démissionné des rangs de l'UNDP. Et le voilà et il nous l'a confié, Cabral, que la plupart des chefs que vous voyez en image lui ont simplement dit une seule chose, qu'ils ne puissent pas s'arrêter. Voilà. Bombok Bengan, une réaction? Justement, ça, moi, en deux niveaux. D'abord, le message des chefs, c'est-à-dire, on s'inscrit, pour certains, ils n'étaient pas inscrits, ou alors pour d'autres, ils étaient inscrits, mais depuis longtemps, n'ont plus jamais voté. Lorsque vous venez donc nous demander de nous inscrire, et connaissant la situation, nous voulons que vous soyez devant demain. Bon, comment vous comprenez l'intérêt manifesté par les anciens, ces chefs-là qu'on a vus en image, qui sont des notables, des notabilités dans cette région? Oui, Sam, moi, comme autorité traditionnelle, nous avons un engagement qui fait que nous ne pouvons pas, comment je vais dire ça, être des concurrents de nos fils de la place publique. Donc, nous devons débrayer le chemin pour eux. Dès lors que nous avons donc ce que vous appelez les élites, et qu'au bout d'un certain moment, ces élites-là deviennent les propres, comment je vais dire ça, anti-développement de leur région. Vous faites quoi? Mais vous ne pouvez pas les maudire, puisqu'en fait, vous leur avez ouvert la porte. Vous allez donc chercher d'autres élites pour les remplacer purement et simplement. Et quand on le fait publiquement. On dit, tes frères, tes aînés étaient là, ils n'ont pas pu, on est resté démobilisés. Maintenant, comme vous êtes là, allez-y, on vous soutient. Voilà, en réalité... Voilà. Charles Hamel, essayons d'analyser l'image. On voit Cabral Libi décontracté, en tenue décontractée. Il est debout. Il est en train de s'adresser à des notabilités. Comment vous percevez l'image, la symbolique? Je ne sais pas si c'est un meeting, parce que moi, je m'attendais à voir les gens qui sont en train de s'inscrire, parce que c'est ça l'opération, on ne s'éloigne pas de l'objectif, opération 11 millions d'inscrits. Bon là je le vois dans une salle, est-ce qu'il est... Dans une réunion. Permettez-moi un bon mot, permettez-moi un bon mot, oui merci. Je ne sais pas si c'est une
voilà, des jeunes. À ce niveau, nous avons, ici nous sommes arrivés avec 3000 personnes qui n'étaient pas inscrites, les voici qui sont allés s'inscrire, je vais à Figuil, je vais ça, c'est pas mauvais, moi je trouve l'action salutaire pour lui, mais je m'attendais à voir véritablement... Alors je vais vous aider un peu, parce voilà. qu'il a fait une intervention ce matin à la radio, Cabral, pour justifier que la région du Grand Nord est totalement décalée de la réalité générale du pays. C'est-à-dire que les gens ne sont même pas informés là-bas. Donc je crois qu'en passant par ces chefs-là, c'est eux qui sont les véritables relais qui vont donc expliquer aux populations. Là, on n'a pas vu les agents de l'ECAM. On n'a pas vu les agents de l'ECAM. Non, non, c'est pas une période d'inscription, là, le moment d'inscription. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure... Est-ce qu'il n'y a pas les inscriptions sur la liste électorale? de la séance, là. La séance sensibilisée. Voilà, c'était pour dire au chef, non, je suis là, inscrivez-vous, voilà, je suis là parce que, et tout. Voilà, c'est un peu transmettre le message pour que le lendemain, les gens aillent s'inscrire. Alors, tendance, l'opération prend de plus en plus en vitalité. Dans le Grand Nord, quand même, c'est une tournée qui... Il va aller dans toutes les 10 régions, ça. Oui. Pardon, n'oublie pas de passer dans mon village. Là-bas, non, les gens vont s'inscrire comme ça. Tu t'arrêtes à la chefferie. Tu vois le chef, tu causes avec lui, les gens vont s'inscrire. Commençons même par ma mère. Comme ça, c'est elle qui va s'occuper de tous les gens qui vont s'inscrire là-bas. La bonne charité commence par soi-même, non ça. Ma mère connaît bien écrit. C'est une femme qui était à l'école, donc viens dans mon village aussi, tu la vois, tu laisses ses consignes. Et on va rien que s'inscrire. Mais je sais que dans ton village tendance, les gens ont leur carte nationale d'identité. Et même parce que Cabral nous dit que dans le Grand Nord, ils ont constaté qu'il y en a même qui n'ont pas, même d'acte de naissance. De naissance, Oui, il faudrait donc qu'il commence à lancer le plaidoyer pour essayer de repousser la date peut-être d'un à 2 mois. Voilà, je crois que d'un à 2 mois pour les inscriptions, uniquement peut-être pour cette région, ces différentes zones où les gens n'ont pas non seulement d'accès à l'acte de naissance, à une carte nationale d'identité. Ça, c'est une possibilité qui Mais en réalité, Charles Armel, ce n'est même pas la mission. C'est quand on parle de quelque chose qui normalement doit être dévolu à l'État camerounais, en réalité, ou bien aux hommes politiques traditionnels. Et ici, on découvre encore tout le bien fondé de cette initiative de 11 millions d'inscrits, parce qu'elle met en exergue justement les défaillances que connaissent certaines régions, comme les régions du nord, de l'extrême nord, où les populations sont, excusez-moi le terme, très sous-scolarisées et par ricochet très peu informées sur la question électorale. Quand on en arrive à découvrir qu'il y a des citoyens majeurs, des personnes du troisième âge qui ne détiennent pas d'acte de naissance, qui ne détiennent pas de carte d'identité nationale, et comment pourront-elles détenir des cartes d'électeurs? Donc, pour la doit la cinquième à 2000 cas recensés d'enfants et d'individus qui n'ont pas d'acte de naissance. Voilà, et on peut donc comprendre pourquoi dans le passé on a eu tous ces problèmes. On n'arrive pas à comprendre pourquoi le seuil de nombre d'électeurs est pratiquement toujours le même, parce que justement les gens ne peuvent même pas avoir les pièces d'identité normales. Ça coûte cher, le Guy. Et les pièces, on avait dit que c'est un job, ce n'est pas un job. Et merci à ce mouvement de secouer les lignes, parce que justement là-bas à l'extrême nord, je suis sûr que ces vieux, ces femmes, ces enfants, ces jeunes voudraient donner leur voix pour leur candidat qu'ils voudraient choisir. Et ça va passer par là. Mais non pas d'acte de naissance ni d'acte de carte nationale d'identité. Donc il faut engager le processus de prorogation de la date. Dans une année, la loi prévoit que l'année électorale, notamment 2018, les inscriptions s'arrêtent en mois d'avril. C'est-à-dire, et maintenant, avant la fin de l'année, comme ça se boucle dans une vingtaine de jours, on doit organiser ce qu'on appelle les audiences foraines. C'est-à-dire que les tribunaux se déplacent, c'est-à-dire les juges vont dans des villages pour faire établir les actes de naissance aux citoyens. C'est-à-dire qu'il suffit seulement d'avoir 1 ou 2 témoins qui attestent que oui. Mais dans ces localités, il y a les maires, il y a les préfets, sous-préfets, tout. Qu'est-ce qu'il faut? Non, précisément parce que la date limite est passée. Vous ne pouvez plus, c'est-à-dire vous conformer aux 90 jours que prévoit le règlement lorsque l'enfant est né. Vous avez déjà un certain âge. Là, ça devient donc le tribunal qui s'en occupe. Et là, le tribunal doit se déplacer. Merci pour cette information. Je rappelle que l'opération 11 millions d'électeurs dans le Grand Nord a commencé dans le Mbéré, à Menganga, s'est poursuivi à Ngaoundéré et s'est enchaîné hier à Gawa et Figuil et toutes les villes environnantes. Ce jour, ils doivent mettre le cap sur Maroua et puis ce sera Kousseri pour l'extrême nord. Voilà
Et pour la région du littoral, est prévue des descentes, une descente, je crois, à Dibombari et Souza pour les tout prochains jours dans le courant de cette semaine. Et puis même ici, à Douala, à compter de ce jour, ça se poursuit avec les responsables qui sont pour la plupart jusqu'ici des bénévoles, tout simplement. Voilà, et donc pour la suite, on met le cap sur notre circuit routier au Cameroun et plus précisément le tronçon qui attire beaucoup d'attention ces derniers jours, Babadjou-Bamenda. Donc l'axe Babadjou-Bamenda désormais totalement dégradé à cause de l'état d'extrême décrépitude de ce tronçon long de près de 100 km. Les voitures de transport en commun partant de Bamenda préfèrent contourner par la région du sud-ouest pour atteindre les deux capitales du Cameroun. On se rappelle qu'Emmanuel Nganou-Djoumessi, ministre des Travaux publics, a pourtant effectué dans une descente sur le tronçon Babadjou-Bamenda et annoncé les travaux de réhabilitation de cet axe routier. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait et on peut imaginer les conséquences économiques, sur le plan économique, qui peuvent découler de ce problème. Tendance. Les mots me manquent ça. Bon, c'est pour ça que vous allez voir les accidents sur nos routes tous les jours. On ne peut pas être en train de parler tout à nos gouvernants. Attends, le gros français là, c'est encore pas. Gouvernant, si tu veux, Non, oui. non, oui, j'ai changé de sujet. On ne peut pas être en train de parler au papa comme si on parlait aux enfants. Quand vous-même vous voyez comme ça, vous êtes content. Dites-moi, l'image du Cameroun, même hors, l'image du Cameroun hors d'ici, c'est pas agréable. Mon français que je voulais parler en 2018, voilà ça que j'ai fini ici. Le pays de Samuel Eto'o, de Roger Mila, de qui se moque-t-on? Et chaque jour, il faut qu'on paye l'argent au péage. Au péage, quand tu payes, il faut tout descendre de 2 entrées partout. L'argent du péage n'est pas même si on ne peut pas arranger nos routes. Vous finissez, ou c'est même mieux qu'on laisse donner pour payer de l'argent au péage, je ne sais pas, parce que je ne vois pas où vous mettez l'argent. Regardez nos routes au Cameroun, vous me faites honte. Une citoyenne de mon état. Je peux parler quelque part, mais vendre que je suis camerounaise. Tout parce qu'on m'a dit que le pays où il n'y a pas de route. Alors, Babadjou-Bamenda, c'est dégradé, c'est vrai, mais est-ce que déjà Bafoussam, Bamenda, c'est acceptable, Charles Armel? Alors, disons Bamungum. Bamungum, vous avez dit Bafoussam, Bamenda. Donc, le nom de Bamungum, c'est du carrefour Bamungum, que nous prenons pour oui, en passant donc par Bouddha. Bouddha, oui, voilà. Mais il faut dire, Sam Sévérin, que j'ai bien peur de dire que nous sommes dans un abracadabran cinéma de génie civil. Pourquoi je vais le dire? Le ministre Nganou-Djoumessi n'a pas eu le courage de dire on ne peut pas, on est dépassé, ou la situation nous échappe. Vraiment supporter d'abord. On a commencé par un décapage complet, et vous savez, jusqu'à ce qu'on entame le décapage de ce qui existait, les usagers se battaient encore à circuler. Ils ont engagé un décapage complet. Vous ne pouvez pas décaper en pleine saison de pluie. Lorsqu'il pleut, ça fait forcément des trous et des trous qui vont s'agrandir et devenir des nids, avec une absence criarde de rigole pour la circulation des eaux. Voilà là où ils se trouvent. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez des véhicules qui sont obligés d'emprunter, de se retrouver parce que l'érosion, les faits d'érosion font en sorte que la route se dégrade très rapidement puisqu'il pleut énormément de ce côté. Je pense qu'ils auraient pu trouver une solution comme celle qu'on avait trouvée, le génie nous avait trouvé à cette époque en versant de la pouzzolane, pour essayer de limiter même à un certain moment les dégâts. Mais ce n'est pas là, c'est de la terre rouge. Non seulement elle glisse cette terre rouge, lorsqu'il n'y a pas carambolage parce que vous avez voulu freiner, vous vous retrouvez complètement dans la broussaille, dans les ravins, parce que vous ne parvenez pas à maîtriser. Imaginez combien de véhicules se sont retrouvés à avoir des pannes parce que ne maîtrisant pas la route. Imaginez le nombre d'accidents qu'il y a eu et dont on a véritablement passé sous silence parce qu'on ne voulait pas affecter Upsiga. Donc c'est dire que ça ne va véritablement pas dans ces zones. Et ça rend même encore difficile même la résolution, la sortie de crise. Parce qu'il faut comprendre que les gens vont se poser la question. Or, le chairman avait décidé qu'on ne paye pas avec tous les mouvements qu'il avait fait tout autour du péage. L'État sur soi en disant bon, on a laissé jusqu'à ce que la route passe. Jusqu'aujourd'hui, la route ne passe pas. Ça ne va véritablement pas. La marchandise ne parvient pas à sortir. Les biens ne parviennent pas à sortir. Les êtres humains, les humains même ne parviennent pas à circuler convenablement. Il n'y a pas échange. Vous voulez que les gens soient à l'aise. Comment? C'est un malaise avec les corps qui voyagent la nuit, avec les réunions familiales, avec tout. C'est la vie des gens qui sont en danger. Voilà, Mbombo, on peut vous reposer la même question. Où va l'argent du péage, le fonds routier?
C'est tout à fait ça, mais avant d'y répondre, il faut rappeler ce que nous disait Nganou Dioumessi au mois de mars dernier. Il a dit, la BAD a donné, j'ai dit bien, la BAD, Banque africaine de développement, a déjà déboursé 118 milliards de francs pour la route Babadjou-Bamenda. C'est de sa bouche. Donc c'est des sources officielles. Donc où est donc parti cet argent? Donc ça revient donc à la question que vous posez tout à l'heure. On nous dit qu'on a institué un fonds routier pour récolter de l'argent partout pour que le réseau routier soit toujours en l'état. Voilà les prescriptions du gouvernement. Mais il s'est trouvé premièrement que là où on prend l'argent de la route, c'est là où la route se dégrade davantage, plus que partout ailleurs. Ici, comme disait Charles Hamel, on est venu de faire un premier débrayage, comme si effectivement on venait lancer les travaux. Et ça contredit donc ce qu'on dénonçait ici, je pense, hier ou avant-hier, que les élites, lui il est l'élite de la région. Il faut le dire, il est du département de Bamboutos. Il est de Bamesson. Voilà, c'est pour dire donc que voilà quelqu'un, il ne sait même pas tromper ses frères du village. Non, en réalité, je vous ai toujours dit, pour le cas du ministre Nganou Dioumessi, il aurait pu, ou alors il aurait dû être nommé ministre de la communication, ou bien de la propagande, en réalité, parce que ministre de la communication, même, bon, encore, c'est édulcoré. Même les 118 millions de la BAD, c'est où? C'est gardé quelque part, ça attend la Coupe du Monde, la Coupe des Nations, je n'en sais rien, mais c'est lui qui avait dit que nous avons déjà 118 milliards pour Babadjou Bamenda. Voilà, donc Babadjou Bamenda, c'est donc pratiquement coupé, comme vous avez pu le voir sur cette image, et ça interpelle bien des internautes aujourd'hui. Il faut pousser, comme on dit. Mais il n'y a pas que cette route, bien de routes dans le Cameroun profond connaissent le même état de délabrement. Vous pouvez prendre Bolova Kribi, passant par Akomde, là également, l'argent avait été détourné. On parle d'une grosse mafia là-dessus. Il y a bien d'autres routes, même dans le Grand Nord, Menganga, Tokombere, toutes ces routes-là, passant par Gaoundéré, c'est difficile. Et on peut parler donc de malédiction du réseau routier camerounais. Une trentaine d'années plus tard, qu'est-ce qui a été fait? Et on continue de payer. Est-ce qu'on va demander à ce qu'on puisse boycotter le paiement des frais de péage? Bon, nous ne le ferons pas parce que ce n'est pas de notre responsabilité, mais seulement à tous ceux qui collectent cet argent et qui laissent mourir les citoyens, souffrir les citoyens à longueur de journée. Je crois qu'un jour, ils devront bien rendre compte, peut-être par rapport à tout à fait autre chose. On va passer à la dernière information, sauf si vous réagissez vous-même. Ah mais non, tout a été dit, voilà. Voilà la dernière information donc relative à l'interdiction du port de la tenue militaire par les civils au Cameroun. C'est encore réitéré par le colonel Badjek, responsable de la cellule de communication du ministère de la Défense. Il dit que tout vêtement civil ayant des imprimés militaires pour femmes ou hommes reste interdit aux usagers. Donc il faut rappeler que la confection, la vente, la distribution, le port de la tenue militaire est régi par la loi numéro 82 19 adoptée par l'Assemblée nationale du Cameroun et promulguée le 26 novembre 1982. Donc on va peut-être avec le concours de la réalisation voir cette vidéo au cours de laquelle un civil qui abhorrait justement cette tenue militaire a été appréhendé par des membres du corps militaire. When I was also just answer me, how do you get this info? I bought it from the road. What from? Which road? Which road? From Ibadan. Ibadan? Yes. Bus stop? Is it toll gate? No, I don't have to be. I just saw them displaying in the... I mean for complete. Tell this one? No, the same thing with this one, do you know it's the same thing? Let them blame. I never see this one for road. No, I didn't lie. Where did you buy this? I didn't buy it. Who sent you this one? I bought it on the road when I was coming. See, this guy may be the key soldier. Don't people they hang it. This is import. Yes, it's a lie. This shirt. You mean this shirt? It's a lie. Tell me, where did you get this shirt? You cannot talk now. Where did you get this shirt? Okay, bring that right for me. Where did you get this shirt? Will you stop? Please. Tell us the place where you get it. Tell us the place where you get it. I bought it at Kalangua, please. Where? Yes. Shit. Yes. Where should I Will you take us there? Please, Oga, please, Excusez-moi. Parce qu'on le tape, c'est un enfant. Non, mais il faut quand même dire que pour les militaires,
il ne faut pas, cette tenue se vendre. Se vend, même dans la friperie, vous allez en Kololoun maintenant, partout ça se vend. Mais il leur appartient donc de commencer à contrôler au niveau de cette importation de la friperie. Maintenant, je ne peux pas dire que le compatriote a acheté ou pas, mais je sais que ça se vend. Et à tout le monde. Maintenant, l'autre chose, effectivement, on ne devrait pas. Parce que le militaire, c'est le force de troisième catégorie. Ils n'interviennent que en période de grand banditisme. Il est handicapé. Dans ce cas précis, on devait l'amener, s'il y a une brigade de gendarmerie de plus proche ou bien un commissariat de police, on l'amène là-bas pour qu'il se justifie. Ils n'ont pas le droit. Là aussi, même s'il existe une loi qui nous interdit, nous les civils, c'est vrai, mais eux-mêmes, ils n'ont pas le droit de brutaliser. On l'amène à ceux qui s'occupent du maintien de l'ordre, de la sécurité. Alors, à propos de cette loi ou encore de cette interdiction du port des tenues aux couleurs militaires, je ne sais pas quel est son fondement, Charles-Armel Mathieu. Est-ce qu'on peut d'abord comprendre cela? Pour le cas du Cameroun, parce que je dois rappeler que sous d'autres cieux, vous trouvez des tenues aux couleurs militaires dans tous les magasins. C'est-à-dire en période de solde en France, partout tout le monde peut les arborer sans que ça ne puisse causer un problème. Bon, disons que les Africains ont leur façon de penser, Sam Severin. Ils ont leur façon de voir. Peut-être ils souhaitent éviter que certains individus n'abordent ces tenues pour poser certaines actions. Mais je pense que pour revenir à cette note, je pense bien du colonel Badiek, il devait ajouter et préciser que tout individu attrapé avec des tenues interpellées ou aperçu avec cette tenue sera interpellé et remis aux forces de maintien de l'ordre ou alors à la gendarmerie. Ce n'est pas ça, ça c'est de la violence. C'est une violence, une répression sauvage des barbares. Je ne dis pas à l'encontre de l'homme. Il ne devait pas attendre ces gens en route, il devait descendre dans les marchés. Il devait descendre dans les marchés, il devait contrôler le port. Ce n'est pas en route qu'on va venir interpeller. Ça veut dire que n'importe quel militaire qui passe par là, s'il vous trouve dans une tenue, il est libre de se permettre. Voilà, ça c'est un abus. Après, ils vont dire qu'Amnesty International et encore, voilà, je pense que le colonel Badiek doit reformuler en disant que les individus appréhendés peuvent subir des humiliations, pas peut-être voler, soit déshabillés, soit remis en même. Justement, on parlait du colonel Badiek, il est lieutenant-colonel, il me semble, il est chargé de la communication. Qui a signé la note? Qu'on nous dise si c'est le chef d'état-major des armées, ou bien le ministre en charge de la défense, que ce soit une note bien connue, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne nous dire, parce qu'il parle au nom de l'armée camerounaise. C'est la loi existe, Sam, je pense que c'est depuis novembre 82. C'est une loi qui existe. Oui, c'est une loi qui existe depuis 82. Maintenant, peut-être on peut seulement nous dire, nous tous, à nous les citoyens, que avec ce qui se passe de banditisme, comme l'a relevé Charles Armel, et ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, bon, soyons prudents. Parce que là, les mêmes forces de maintien de l'ordre peuvent même provoquer des incidents. Et comme on a pu le voir d'ailleurs, parce que le monsieur aurait pu bien se des défendre. incidents, on vous dit, on l'a même vu avec les armes, alors que précisément vous étiez en train de passer à côté d'un fripier, et vous avez vu une tenue, ça vous a plu. Mais Guy, quels sont les risques tout de même du port de cette tenue quand on est en civil? Oui, il y a beaucoup de risques parce qu'il faut quand même le dire qu'en abordant cette tenue-là, on peut prêter des confusions. Parce que c'est une réalité que beaucoup de personnes font des usurpations de titres ou d'identité, c'est-à-dire se font passer pour des personnes qui exercent dans le corps militaire, dans le corps de la police, pour procéder à des intimidations, des arnaques. Et je crois que c'est pour cela que ces mesures ont été prises. Et plus encore aujourd'hui avec l'insécurité qui plus ou moins règne dans notre pays, notamment la situation au niveau de l'extrême nord avec Boko Haram. Donc il est quand même capital d'attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance qu'on doit accorder à ces mesures-là. Ne tombez pas dans certains pièges. Même Mais qu'on mette donc en place très clairement des mesures de prévention et de contrôle. Tout à fait. Mais sauf que ça va être un peu difficile parce que quand vous allez au marché central, par exemple, il y a des ballots de friperie. Absolument. Des ballots de friperie où les vendeurs ne savent pas. Parce qu'en Europe, effectivement, ces tenues se vendent dans des magasins et sont portées sans que ça ne fasse réellement de problème. Mais ici,
c'est des ballots de friperie qui arrivent avec des casquettes, avec des imprimés de militaires, avec des t-shirts, des jupes, des pantalons. Et le vendeur, lui, tout simplement, il veut rentrer dans ses frais. Il va les vendre. Mais il faudrait attirer l'attention des uns et des autres. C'est-à-dire même pas seulement ces tenues militaires, là, même les tenues de la police. On a nos jeunes, les jeunes élèves qui sortent de Moutenguene, qui ont des tenues qu'on leur remet. Parfois, ces tenues sont renouvelées par la hiérarchie. Si vous avez quelqu'un qui habite chez vous, ça c'est juste à titre préventif, et qui, dans son déménagement, abandonne ou oublie sa tenue de police et tout, vraiment allez remettre, ou alors chercher cette personne, vous lui remettez, ou vous la brûlez. Parce que si on ne sait jamais, au cours d'une perquisition, on retrouve cette tenue chez vous, vous aurez de sérieux problèmes si vous n'appartenez pas au corps de la police. Voilà, donc... Vous savez que les militaires sont le fou habillés. Je sais qu'elle veut parler comme ça. Si vous me tapez, je dis qu'à votre chef, les militaires, pour donner les instructions, si pardon, parlons peu mais vrai, parce que c'est les gars qui peuvent débarquer là, ils tapent tout le monde. Vous me tapez, je dis à votre chef. Donc si vous voyez quelqu'un qui a votre tenue, parlez doucement, il va comprendre, parce que c'est un citoyen comme vous. Vous ne pouvez pas voir un père de famille, vous le brutalisez parce que vous êtes militaire, non. J'ai aussi beaucoup de respect pour vous. Je vous aime très fort parce que c'est vous qui nous gardez. Et comme vous êtes des fous habillés, je ne vous insulte pas. Parce que les gens vont dire que quand ils insultent les militaires, même si ils vous insultent, ça fait quoi? Les femmes ont la bouche. Et vous me tapez, je dis à votre chef. Très bien, on a compris maintenant. Merci beaucoup. On va donc passer à autre chose. Interpellation. Bon, l'idée nouvelle que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord que les Camerounais changent de mentalité vis-à-vis d'eux-mêmes, parce que aujourd'hui, quand on regarde, on voit que les jeunes d'aujourd'hui veulent faire comme nos parents qui sont sur des postes de responsabilité. C'est-à-dire, un jeune veut être à un poste parce qu'il veut faire comme son grand frère, comme son père. Il doit voler pour ressembler à cela. C'est ce que je peux dire. Si on peut changer de mentalité dans ce sens-là pour que le Cameroun aille de l'avant. Bien sûr, si un jeune est recruté dans la fonction publique aujourd'hui, il faut qu'il montre l'exemple à d'autres jeunes, hein, que d'autres jeunes qui tiennent encore le pas puissent copier son exemple et ainsi le Cameroun, je pense que ça peut aller de l'avant. Alors, moi, je n'ai pas bien compris ce qu'il a voulu dire. Moi, je pense qu'il appelle les jeunes à plus de conscience et de responsabilité. C'est-à-dire, il constate que les aînés, peut-être, sont dans le vol, le détournement. Il ne souhaite pas que les jeunes s'engagent dans cette voie-là. Quand bien même ils auraient des postes de responsabilité, qu'ils se comportent avec un peu plus de dignité, de respect de la chose publique et de leurs responsabilités. Donc, je pense que c'est une très bonne interpellation vu sur ce point de vue-là, et que le jeune là, qui doit se mettre à l'idée qu'il construit le pays pour lui et pour ses enfants. Lorsque le chef de l'État avait fait son discours, je pense que c'était le 10 février 2014 ou 2013, là où il parlait des fonctionnaires fictifs, il abordait la question de ceux qui vont travailler, qui perçoivent des salaires justement alors qu'ils n'ont pas travaillé. Il s'adressait à quel fonctionnaire, non? Ils ont respecté ça. Je vais vous prendre un exemple aux impôts, un exemple que j'ai vécu. C'est quelqu'un qui revient, les gars, les collecteurs là, qui reviennent sur comment vous appelez ça, après avoir fait le tour des ans de recouvrement, après avoir fait le tour, lorsqu'ils arrivent, ils entrent dans le bureau, ils disent, bon chef, aujourd'hui ça a donné. Le chef dit, ma part est où? Il dit, ma part est où? Oui, voilà, ma part est où? Quand vous entendez ça, qu'un aîné dit à un jeune, c'est pour lui dire que devient sage? C'est pour lui dire que devient sage ou sur l'exemple? Non, j'estime qu'à un niveau, il a raison de le dire. Mais il faut purger véritablement le système, parce que le système en lui-même est pourri. Vous ne pouvez pas laisser le sommet. Vous venez à la base, demandez aux ongles. Vous demandez aux ongles d'être droits et propres, tant les yeux et vous avez parlé des régies financières, vous parlez des impôts, Charles Armel. Il y a bien plus grave au niveau de la douane camerounaise aujourd'hui, à propos des retraités et des intérimaires qui sont en poste dictant leurs lois au vu et au su de tous les responsables au plus haut niveau du système des finances camerounaises. La douane est aujourd'hui un très mauvais exemple. C'est d'ailleurs quelque chose que nous avons programmé d'investiguer davantage
Mais nous avons déjà, en l'état actuel de nos investigations, quelques bribes d'informations. Figurez-vous que pour le secteur littoral 1 de la douane, qui produit le plus grand nombre de recettes au Cameroun, le chef du secteur, M. Nestor Ndemanou, je crois bien c'est son nom, il est tombé sous le coup de la retraite depuis de longues années. Une commission même était partie pour venir, il a dit qu'il ne part pas. Alors ça c'est un gros scandale sous la République exemplaire de Paul Biya. M. Ndemanou, qui commande la douane à Douala, ne devrait plus être là. Et ils sont nombreux comme ça. Il y a un autre service là-bas, le service Nexus, qui a passé, sous le temps de l'Ibom Liliquin, en accord avec une entreprise de la place, emploi-service, pour recruter déjà une centaine de personnels qui ne sont pas des fonctionnaires, mais qui sont recrutés avec de l'argent public à coût de millions de francs CFA. Les salaires vont là-bas entre 180 et 1 300 000 francs, parce que je dispose d'informations avérées sur cette affaire, et le moment venu, on vous donnera preuve à l'appui les scandales au corps de la douane camerounaise avec le cas de ces intérimaires et de ces retraités qui sont toujours là et ne veulent pas partir pour laisser la place aux jeunes. Voilà. Monsieur Ndemanou, bonjour. Voilà, très bien. C'est celui qui l'a mis là qui peut le faire partir. Voilà. Celui qui l'a mis au cabinet de la présidence. Voilà. C'est de là que le coup de fil doit venir pour les sorts. La faute n'est donc et même que celui qui aujourd'hui officie comme directeur général de la douane, M. Edwin Fongod Nouvaga, lorsqu'il part du poste qu'il occupait avant, alors la personne qui le remplace est une dame, et je vais donner son nom bien plus tard, elle n'a pas le niveau pour être à cette fonction-là. C'est-à-dire que vous avez les inspecteurs de la douane qui ont beaucoup d'années de service, qui auraient pu le remplacer à son poste, mais puisqu'il y avait beaucoup de connexions, beaucoup de mafia, elle est restée à son poste-là. C'est comme cela que ça fonctionne, la République. Déjà la photo de M. Ndemanou, on va montrer demain. Tout à fait. Mais la faute n'est pas Ndemanou. Il n'est pas venu là. Pourquoi on filme pendant qu'il doit être arrivé? Pourquoi prendre sa photo? Quand vous êtes retraité, parce que j'ai commencé mon enquête là-dessus, quand vous partez à la retraite, votre salaire ne passe plus. Comment est-ce que vous restez donc en fonction, sachant que votre salaire ne passe plus, simplement parce que vous avez plein de... Les thèses réglementaires de la République disent que le test qui vous a nommé, c'est le même test qui vous défait. Maintenant, comme vous dites, effectivement, vous ne touchez plus votre solde, vous touchez déjà la retraite. Maintenant, il faut un texte qui vous enlève là. Comme on a plein de préfets, de sous-préfets qui sont toujours en fonction. Et surtout, au ministère de la Justice, le contrôleur de service, l'inspecteur général de service a 80 ans. Et c'est une dame de nationalité française qui a épousé un Camerounais. Voilà, les jeunes qui sont, les vieux qui ne lâchent pas prise, comme avait chanté Valsero. Alors, ça veut dire que la jeunesse est mal partie au Cameroun, Megui. Oui, la jeunesse est mal partie, mais je suis un peu d'accord avec la thèse de notre compatriote qui estime que oui, il faudrait peut-être que les jeunes soient mis aux affaires, mais également, il attire leur attention sur leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas comme les prédécesseurs. Mais maintenant, j'ai quand même un souci parce que, au vu aujourd'hui, quand même, il faut être réaliste et dire la vérité. Au vu du comportement de la jeunesse aujourd'hui, notamment camerounaise, qui de plus en plus fait une descente vertigineuse en termes de valeurs morales, de mœurs, je me dis, est-ce que c'est forcément par ça que les choses changeront, c'est-à-dire que mettre les jeunes aux affaires, vu la mentalité aujourd'hui, les jeunes qui ont tendance à beaucoup basculer dans la vie facile, ils ne cultivent plus vraiment l'effort au travail et tout. Je suis quand même inquiète. Il faudrait de plus en plus procéder à un remodulage des mentalités. Je suis d'accord avec vous. On avait mis un compteur au Djilingaska comme responsable de la SOCAM. C'est parce qu'on savait qu'elle était une femme chrétienne. À la fin, on a dit quoi? On va commencer c'est pour vous dire que mettez même Jésus là-bas. L'environnement va le corrompre. On va mettre un jeune comme chef de l'État, lui va donc balayer. Si je peux, c'est-à-dire que ce soit un jeune ou un vieux qui est aujourd'hui à la tête de la présidence de la République, il faudrait aujourd'hui, pour que les mentalités changent au Cameroun, parce que c'est très grave qu'on procède à une politique extrêmement répressive. C'est-à-dire que tu es en deçà de ce qui est institué, on prend la chicotte pour que les choses gens se retrouvent. Je confirme, avant de passer à Africam Shopping, ce que m'avait confié l'illustre disparu Monseigneur Joseph Beffé Ateba, bien avant sa mort, dans une interview réalisée à Kribi, au diocèse de Kribi. Il disait: mon fils,
Il faut à ce pays un dictateur éclairé. Oui. C'est ce que vous étiez en train de dire. Oui, Donc, tout à quelqu'un fait. qui a la chicotte, Tout à mais fait. qui a quand même la lucidité pour Tout à bien fait. gérer les choses. Sans être un tyran, bien sûr. Sans être On un tyran, bien récupère sûr. tout ce qui a été volé et que ceux qui s'asseyent ne soient pas les fils de ceux qui étaient là hier. Merci beaucoup. Voici Africam Shopping Complexe International. La beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Voici donc l'instant de détente consacré à la relaxation et au bien-être avec notre partenaire. Tous les mardis, tous les jeudis, on va parler d'esthétique générale, de dégraissage, d'harmonie du couple et de massage. C'est avec vous, Estelle Simone Coco. Bienvenue. Bonjour. Merci Sam, bonjour à toutes les magnifiques personnes présentes dans ce studio. Bonjour à tous les adeptes de ce programme, le Zénith, et bien sûr les consommateurs et futurs consommateurs d'Africam Shopping Complex International, la maison du bien-être. Vous êtes bel et bien là dans votre espace propreté, santé et bien-être pour tous. On va donc commencer par parler aujourd'hui de notre campagne promotionnelle que nous avons lancée depuis la semaine passée, une santé et propreté des entrejambes pour les hommes et pour les femmes. C'est une partie du corps qu'on a tendance à négliger, qui a parfois cet aspect assez noirâtre, justement pour pouvoir l'uniformiser au reste du corps, pour pouvoir lui permettre d'avoir la même luminosité que les autres parties du corps. On a mis 2 packs spéciaux à votre disposition, étant composés chacun d'un savon, d'une crème et d'une huile essentielle, des éléments justement des produits qui vous permettront non seulement de vous mettre à l'abri des boutons, des irritations et également d'uniformiser la partie des entrejambes et des aisselles à la couleur du reste du corps. Voilà, on passe donc à nos produits, les produits que nous allons vous présenter sur ce plateau. On reste dans la propreté générale, on reste dans le bain corporel à Africam Shopping Complex International. Et commence à travers notre gel, notre avant-savon, c'est le Cool Spa Salt. Alors c'est justement ce gel que vous allez avoir un visuel tout à l'heure qui permet non seulement de vous mettre à l'abri des mauvaises odeurs, protège également votre peau des infections, des impuretés, radoucit votre peau en lui donnant une peau de bébé et son avantage en bonus c'est qu'il permet d'ouvrir grandement vos pores en apprêtant votre peau à l'utilisation de notre savon, le SR Carambola Spa, que vous pourrez également retrouver en boutique. Il est fait à base de sel de mer, de collagène et de miel, des éléments très hydratants et très nutritifs qui viendront justement parfaire votre teint et vous protéger contre tous les petits bobos de la nature. On passe donc à une autre propreté sur ce plateau. On parle de la propreté intime féminine. C'est une partie très délicate sur le corps féminin. On a tendance à penser que le savon de ménage ou encore le savon de toilette corporelle viendra faire le travail. Bah non, c'est une partie spéciale qui nécessite une attention particulière. Et justement pour ça, vous aurez besoin de nos savons intimes. Vous avez le Femta qui est juste là, fait à base d'eau de rose et de menthol. Et le Virginity Soap qui est lui fait à base de gel d'aloe vera et de miel. Alors c'est quoi les apports de ces 2 savons? Maintenez votre partie intime fraîche, vous assurez une sensation de bien-être, de bonne odeur tout au long de la journée, surtout en période des menstrues. C'est pas très évident. On se connaît les femmes, c'est pas très évident de rester propre et fraîche. Ces savons vous assurent justement ces vertus-là. Et en plus de cela, pour des femmes qui ont eu à subir, à avoir des accouchements et qui ont eu des muscles vaginaux assez détendus, ces savons viendront vous raffermir, rétrécir justement ces muscles vaginaux-là. On termine donc sur ce plateau avec notre crème spa. En parlant de toilette corporelle, c'est notre crème qui, elle, viendra terminer le travail commencé par les produits précédents. Elle vous assure une uniformité parfaite de votre teint, une protection
également pour les femmes. On ouvre une autre page sur ce plateau, on parle de dégraissage, mesdames et messieurs. On a qui de nos jours souffrent franchement de problèmes de poids et qui ne savent pas comment s'en débarrasser. On commence par vous présenter sur ce plateau aujourd'hui notre Slimming Gold Gel. C'est justement ce gel qui, lui, a l'avantage d'être utilisable par tous et par toutes. Alors des personnes qui sont de nature déjà fine, comme par exemple comme moi, et qui aimeraient tout simplement raffiner certaines parties de leur corps, vous l'appliquez seulement sur la partie concernée et le gel fera le travail. Pour des personnes qui sont un tout petit peu plus corpulent, encore très corpulent, vous devrez l'associer à notre ceinture, le SR Hot Shaper. C'est justement cette ceinture que vous voyez là, justement en visuel, le visuel arrive, qui est constituée de deux parties. Vous avez la face externe et la face interne. Alors c'est la face interne qui se charge de faire le travail, parce que là, elle est incorporée d'infrarouge. Une fois cet infrarouge au contact de la peau, il y a cet effet de chaleur qui se produit là, et c'est cette chaleur-là qui viendra justement brûler toutes les graisses sur la partie concernée. Alors vous pouvez l'utiliser en bustier, sous le vêtement, passer toute la journée avec. Cela dépendra franchement de votre convenance et de votre aisance. On termine aujourd'hui avec le Sex Love, qui est bien sûr l'avant-dernier produit à présenter sur ce plateau. C'est un chewing-gum aphrodisiaque, c'est un chewing-gum sensuel, intime, pour ces personnes qui ont du mal à se mettre dans le bain, pour ces femmes qui estiment que monsieur a du mal franchement à la satisfaire ou vice-versa. Vous achetez ce chewing-gum aphrodisiaque, vous l'offrez à votre partenaire ou alors vous le consommez vous-même 15 minutes avant le rapport et on vous assure une efficacité totale. Vous nous appellerez pour nous dire que vous avez eu un 20 sur 20. On termine avec notre appareil de massage aujourd'hui. Il s'agit du SS Scrapping. Alors lui, il est utilisable par ces personnes qui souffrent de peau d'orange ou encore de peau d'éléphant. Parfois la graisse qui a tendance à s'accumuler sur une partie précise du corps vient à se cabosser. Et justement pour pouvoir étendre cette graisse-là et permettre une parfaite élissure tout au long de votre corps, vous utilisez ce SS Scrapping et justement toute la surface de votre peau sera parfaitement uniforme. Alors où est-ce que vous trouvez tous nos produits? C'est très facile. À l'international, nous sommes situés à Lomé, au Togo, immeuble City Motors. Au Bénin, nous sommes à Cotonou, derrière le stade de l'Amitié. On revient au Cameroun, où nous sommes localisés à la BP Cité, derrière la Totale, en face de l'église catholique, en allant vers l'hôpital. À Yaoundé, nous sommes du côté de Yaoundé, nous sommes face garantie voyage, très prochainement à Bamenda. Nous sommes également à la recherche des distributeurs. Alors, les clients, les potentiels distributeurs, vous avez les codes d'accès inscrits au bas du petit écran. Merci. Africaine. Nutté amincissant, sont des boissons naturelles de feuilles, de plantes et herbes aux effets amincissants. Détoxifie, anti-ballon. African Shopping Complex, la beauté africaine. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, merci beaucoup donc pour cette autre présentation avec un certain brio de tous les produits issus de la maison African Shopping. Nous allons aller prendre notre conclusion, mais d'abord quelques petits messages encore. Voilà, vraiment ce corps d'armée militaire exagère. Je n'ose pas vous expliquer ce que nous subissons et voyons tous les jours avec ceux qui, soi-disant, travaillent la route de Japoma parce que expressément, ils tendent des pièges aux citoyens pour après les violenter. Voilà le pont qui vous dépasse à Bonaba, c'est vous venez de taper les gens. Non, mais il faut dire que ceux qui sont victimes, ont la possibilité de porter plainte. Ils peuvent porter plainte et rentrer. Pardon? Il y a des services au niveau de la CEMIL, la sécurité militaire. Lorsque vous avez un problème, vous pouvez adresser votre plainte à la sécurité militaire. La sécurité militaire va se charger de ce dossier. C'est comme la police des polices. Il y a un autre corps au sein de l'armée qui prend en charge ce type de problème. Si vous estimez que vous avez été violenté à tort par un militaire, vous pouvez aller porter plainte à la CEMIL. C'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'il y a d'autres militaires
qui ne posent pas ce genre des actions. Pourquoi c'est réservé à certains? Simplement de savoir dans quel régiment il travaille. Si c'est le génie militaire, s'il est au camp de la valeur, à Mopi, s'il est au BBR. Alors que dans des moments, il y a une identification physique. C'est-à-dire qu'on le savait, vous identifiez l'individu. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'eux-mêmes ils paniquent. C'est pas normal. De toute façon, les militaires, on les attend beaucoup plus sur le front de la guerre, sur bien d'autres terrains. Ce n'est pas au niveau des intimidations et des menaces et des violences exercées sur des civils. Ce n'est pas là leur vocation. Et même sur certains types de choses comme les travaux que réalise le génie militaire sur la route de Bonaba-Sem, ça dure déjà de très longs mois. Aujourd'hui, on ne voit pas la livraison de ces travaux-là. Il faut plutôt des résultats. Parce que cette affaire de tenue, en réalité, c'est du folklore. Pardonnez-moi, parce que les vrais problèmes que doivent régler les militaires au Cameroun, on les connaît, vraiment. Voilà, Hugues Narcisse Stepi, depuis la page Facebook. Sincèrement, la situation de cette route est insoutenable. Pour une route reliant deux grandes régions, je reste persuadé que cette route a été pour beaucoup dans le déclenchement de la crise anglophone qui était latente. Si jamais au début de cette crise, l'État s'était penché sur cette route, sans doute cela aurait atténué la crise. Également, ce message qui nous dit, le problème que vous soulevez au sujet des péages et pesages est un gros serpent de mer pour tout le Cameroun, car les revenus relatifs ne profitent qu'au personnel qui travaille dans ces postes SMS envoyés depuis Ngaoundéré. Bonne suite à l'émission, merci. Encore un message de... Oui, encore un message. Bonjour, ça ne sert à rien que nous jeunes nous inscrivions sur les listes électorales, car nous connaissons d'avance le vainqueur, c'est Kingé Tepe. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez, c'est une obligation, vous devez vous inscrire sur les listes électorales. Attention, un tel message ne devrait plus être réceptionné aujourd'hui. Je crois qu'il y a une action qui a été, une succession d'actions, 11 millions lancés par Kabalibri, je pense qu'il y a 16 millions lancés par 15 millions à 18. Donc, il faut dire véritablement que vous devez. Donc ça, c'est pas un type qu'il faudra avoir. Mais peut-être qu'il relève justement la réalité de cette désaffection, cette démobilisation, c'est très peu d'intérêt. On voudrait seulement dire que l'air n'est plus à la défaite, au défaitisme. Les jeunes unissons-nous, changeons le système en place qui pourrit la situation de tout le monde. Voilà que maintenant on n'arrive même pas, on ne sait pas si on va organiser la campagne. Il faudrait lui dire que l'heure est précisément aux inscriptions, puisque on peut lui demander de nous citer un seul secteur qui fonctionne bien au Cameroun aujourd'hui. Pour qu'on puisse se croiser les bras et pour changer les choses, il faut passer par le vote. Même si celui-ci est vicié, on le sait, mais bon, on peut espérer toujours. Tout à fait. Voilà, le gouvernement a beaucoup rejeté les handicapés. Regardez la constitution du gouvernement. Y a-t-il un handicapé? Ça, c'est vraiment un paradoxe. Oui, absolument. Là, c'est vrai. Alors qu'il y en a qui sont agrégés, docteurs, ingénieurs et tout. Ça, c'est vrai. Bon, il y a un téléspectateur qui nous envoie un SMS depuis. Il insiste sur le fait que nous devrions parler des tracteurs abandonnés après le dernier comice agro-pastoral. Donc, on lui dit qu'on en parlera demain. On va justement se pencher sur cette affaire. On en a parlé, peut-être qu'il souhaiterait qu'on prolonge le débat. Je crois qu'il parle des tracteurs qui ont été exposés pendant le comice agro-pastoral. C'est sur le site, je crois, à Kat et Satolo, où il y a près de 750 tracteurs qui sont abandonnés. On a déjà traité de ce sujet. Bon. Non, on l'a traité, je pense. Voilà, je crois qu'il y a avant-hier. Tout à fait. Et que ça s'accompagnait de ce que le gouvernement avait appelé l'agriculture de deuxième génération. Ça aussi, ça a été abandonné parce que mal conçu. Enlevé de la chambre d'agriculture pour la chambre de commerce, c'était mal conçu. Et les Indiens eux-mêmes, ils nous ont abandonné ce projet. Voilà donc, chers téléspectateurs, vous avez peut-être raté cette édition, mais on en a parlé dans la chronique de Charles Armel. Merci beaucoup à vous, Megui, pour tout le boulot accompli encore ce jour dans le cadre de vos attributions sur ces plateaux. Tendance, on va sortir. Il faut critiquer Sam. C'est même plus la peine qu'il parle. Allez, au nom de la liberté. Au nom de la liberté de critiquer, Sam critique. Moi-même, je te dis aujourd'hui, critique Sam. Comment? Voilà, les bonnes nouvelles sont rares au Cameroun et quand il y en a une, il faut bien s'en régaler. Aujourd'hui est prévue au Palais de l'Unité une réception en l'honneur de nos valeureux athlètes, disons-le comme ça, valeureux entre guillemets, parce qu'ils sont revenus. Pourtant, il y a plusieurs jours des derniers Jeux de la francophonie. Bon,
On s'est même surpris qu'il y a les Jeux de la francophonie parce qu'on n'était pas bien informé qu'il y en a. Hein. On n'était même pas au courant que des Camerounais devaient aller prendre part à cette affaire. Revenu donc de cette expédition avec des résultats plutôt mi-figue, mi-raisin parce qu'on s'en est tiré avec une 7e place au classement quand même. Bon, le gouvernement de Yaoundé a étudié, on a jugé bon que cela méritait bien que les honneurs de la nation leur soient rendus. Ainsi donc, le calendrier a été prévu pour cela, une réception qui a été élargie. Cette fois, on nous dit à tous les autres qui ont pris part au jeu de la solidarité islamique. C'était en Azerbaïdjan il y a de cela quelques mois déjà. Très bien. Au moment où on vient de présenter la route Baba-Djou-Bamenda en état de décrépitude, au moment où le débat sur la CAN 2019 est dans l'air avec le très peu de préparation du Cameroun, au moment même où le triangle de la mort entre Yaoundé, Bafoussam, Douala, Douala, Yaoundé continue de tuer et d'inquiéter du monde, au moment où on manque d'eau et d'électricité encore dans bien de parties du pays, les soins de santé, que dis-je de l'éducation au Cameroun avec la politique du livre, l'éducation, le système, que ce soit le sous-système anglophone, que le sous-système francophone se porte mal, eh bien, le chef de l'État et compagnie choisissent de faire la fête aux sportifs qui n'en ont pas tant demandé. Parce qu'il faut bien le remarquer, le temps que nous traversons est difficile. On est super endetté, hyper endetté. La priorité, c'est sur bien de sujets plus importants que celui qui a été choisi ce jour et qui fait la une de Cameroun Tribune, le journal gouvernemental aujourd'hui. C'était quelque chose d'anachronique à notre sens, mais que voulez-vous, on ne va pas être rabat-joie. Très bonne chance quand même à tous ces athlètes qui seront célébrés aujourd'hui par Paul et Chantal Biya qui sont habitués à faire un peu de récupération politicienne aussi. Merci beaucoup, c'était le Zénith de ce jour.